Alors on va commencer. Merci à tous et à toutes d'être là ce soir pour cette conférence de l'atelier d'histoire critique en présence d'Oria Boutelja qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir malgré les aléas liés aux horaires de la SNCF. Merci à vous tous d'avoir patienté. Un merci spécial à la librairie Biglemois qui nous accueille. C'est notre premier partenariat ensemble, on espère qu'il y en aura d'autres. Enfin on sait déjà qu'il y en aura d'autres, on vous en parlera à la fin de la conférence. Merci à Ismaël aussi qui a ramené les moyens techniques pour la soirée et qui nous fera le plaisir vers 22h10, 15 de jouer quelques morceaux. Donc on terminera cette rencontre en musique si vous le voulez bien. Donc on va présenter la rencontre de ce soir. Donc quelques mots quand même sur Oria Boutelja pour ceux qui ne connaîtraient pas notre invité. Oria Boutelja est d'abord la cofondatrice du Parti des Indigènes de la République, le PIR, en 2005. Que tu as quitté en 2020. Et dès son origine, dans son intitulé même, le PIR s'assignait la tâche de mettre en accusation la mauvaise conscience coloniale française. PIR, ça veut dire Parti des Indigènes de la République. Et le fait de faire cohabiter indigènes et république dans la même phrase, c'est bien de souligner qu'en France, au XXIe siècle, il existe toujours un continuum colonial qui se manifeste notamment dans le rapport de la police aux banlieues françaises et dans le traitement médiatique, policier et politique de l'islam en France, qu'on a retrouvé notamment dans la déclaration de l'état d'urgence en 2005 qui a suivi le déclenchement des émeutes dans les banlieues françaises suite à la mort de deux adolescents, Zied Benna et Bouna Traoré, dans un transformateur électrique en 2005. Je suis sûr que la plupart des personnes ici se souviennent de ces événements. Avec notamment Sadric Chiari et le PIR, Oria Boutelja est celle par qui une théorie de la race a pu émerger en France, dans le contexte français, dans un contexte d'énonciation français, s'attirant ainsi les foudres d'un spectre de détracteurs très large, allant de l'extrême droite évidemment, mais aussi allant jusqu'à l'extrême gauche. On doit donc d'abord remercier Oria Boutelja en premier lieu pour avoir ouvert un chemin, pour avoir tracé le sillon décolonial et avoir révélé aux yeux des lecteurs attentifs de ce que le PIR soutient depuis le début. Il existe bien en France un champ politique blanc qui, au-delà des antagonismes gauche-droite et des clivages de classe qui organisent traditionnellement la vie politique française, est aussi un champ politique qui unit les différentes forces politiques de ce pays autour du consensus national républicain et autour de l'oblitération du continuum colonial qui continue de peser et de dominer les descendants de l'immigration postcoloniale, qu'ils soient noirs, arabes, roms ou asiatiques. Alors avec son dernier livre, il y a des gens qui découvrent aujourd'hui que Oria Boutelja n'est pas seulement une provocatrice, mais qu'elle fait des propositions politiques, y compris à la gauche blanche. Bon, il était temps, on peut se réjouir que des gens fassent maintenant l'effort de se lire. En réalité, Oria Boutelja fait ça depuis 2005, et depuis 2005, moi, à titre personnel, j'ai toujours été personnellement très marqué par cette maxime de Sadric Chiari. Parce qu'elle est le partenaire indispensable des indigènes, la gauche est leur premier adversaire. Donc depuis le début, les indigènes de la République interpellent la gauche, l'extrême gauche, sur son inconscient colonial, sur ses impensés, et sur son antiracisme moral qui l'empêche d'être conséquente sur le terrain des luttes politiques en faveur, aux côtés, alors on reviendra dessus, aux côtés, à côté et aussi parfois contre les indigènes. Je dois personnellement aussi te remercier pour ce que tu m'as apporté politiquement. Bon, après, on sort de l'égo trip, mais et ce que j'appelle personnellement ma sortie du bac à sable. Voilà, rien que ça. Je suis un de ces blancs d'extrême gauche qui, bien que pensant se rattacher au communisme, ont dangereusement flirté avec l'universalisme républicain des sciences coloniales, dès lors qu'il s'agissait d'aborder la question raciale. L'atelier d'histoire critique qui accueille cette conférence est en grande partie la résultante de cette exigence, de cet effort d'introspection que vous, avec le PIR, nous avez forcé à avoir. Enfin, c'est pas que nous, hein. C'est nous et tous ceux, au-delà des polémiques écrans, qui avons fait l'effort de vous lire et de vous écouter. De cet examen de conscience, de cet examen de conscience, en 6 ans d'existence, on a pu poser des rendez-vous comme celui de ce soir pour parler de la question coloniale. On a déjà eu l'occasion d'accueillir et le bonheur d'accueillir Françoise Vergès, Maboula Soumaoro, Jamila Ribeiro, Saïd Bouamama, La Voix des Roms, l'UJFP, ou encore Roch Wamiton, le porte-parole du FLNKS, du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. L'AHC et moi-même faisons partie, autre citation de Sadric Chiari, ou en tout cas on espère, de ces alliés que les indigènes se sont fabriqués eux-mêmes, ou en tout cas on espère. Il y a donc un plaisir et un honneur non dissimulé à te recevoir ce soir. Merci d'être là. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà j'ai ramené les différents ouvrages auxquels tu as collaboré. Alors ça commence par Nous sommes les indigènes de la République, qui est sorti
aux éditions Amsterdam, je ne sais plus en quelle année, en 2012, qui est en fait un recueil d'articles d'analyse qui était paru initialement sur le site internet des Indigènes de la République. Donc il est rédigé par toi et par Sabri Kari. C'était une interview croisée de nous deux. Voilà, merci pour la précision. Ensuite, il y a eu aux éditions La Fabrique, Les Blancs, les Juifs et nous, qui est sous-titré Vers une politique de l'amour révolutionnaire. On pourra en reparler parce qu'il y a une continuité entre ce livre et le dernier, qui vient de sortir au mois de janvier de cette année, toujours aux éditions La Fabrique, donc le petit livre vert, Beauf et Barbare, le pari du nous. Alors c'est de ce livre dont on va parler ce soir. Et voilà, donc on va présenter la rencontre sous forme d'entretien, puis essayer de laisser un peu de temps quand même de discussion d'ici une bonne heure, parce qu'on, comme on ne boude pas notre plaisir, on va d'abord lui poser des questions, puis si, après vous aurez votre chance peut-être à la fin. Donc voilà, au sujet donc, de Beauf et Barbare, le pari du nous. L'objectif du livre, c'est d'étudier les conditions nécessaires à la formation d'une hypothétique alliance. Et tu dis d'emblée qu'elle est hypothétique. Cette alliance, elle peut avoir différents noms. Les marxistes l'appellent bloc historique, les décoloniaux l'appellent majorité décoloniale. L'objectif de cette alliance serait de mettre fin au règne du capitalisme impérialiste, sans oublier les peuples du Sud, c'est-à-dire sans oublier d'abolir l'impérialisme occidental et la colonialité du pouvoir qui va avec. Il s'agit en outre de se donner une chance de battre les forces politiques libérales qui sont déchaînées partout sur la planète. À la manière de Lénine, la question stratégique est très présente dans cet opus. Tu poses la question, d'emblée, sur quel groupe social faut-il s'appuyer pour construire cette majorité qui aurait une chance de rebattre les cartes du jeu politique en France? Et tu réponds dans le titre, en faisant le pari du nous, des beaufs et des barbares. Première question, ce nous, quel est-il? Est-ce que c'est le même nous qui termine ton livre précédent? Puisqu'il y avait aussi une partie qui était intitulée, alors je ne sais plus exactement, mais les blancs, les juifs, tout simplement. Comment tu as construit ces catégories de beaufs et de barbares? Quel est l'intérêt de miser sur ce nous? Et qu'est-ce qu'on a comme raison de croire à son institution? Alors c'était 5 questions, voilà. Donc tu réponds à ce que tu veux. D'abord, bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Je vais commencer par te remercier pour cette présentation, j'espère que je vais être à la hauteur. Non, ça va. Merci à vous tous d'être là, merci à l'association, merci à la librairie de cette invitation. Par quoi je commence? Donc la question du nous, c'est ça? Est-ce que le nous de l'amour révolutionnaire, c'est le même nous que le pari du nous? C'est une bonne question. Et en fait, il y a toujours eu, dans l'approche des indigènes de la République, plusieurs nous. Donc, qui se retrouvent dans ces œuvres-là. Il y a le nous. Alors là, je parle du nous qu'on a développé, des différents nous qu'on a développés à l'intérieur de l'organisation politique. D'abord, pour lancer l'appel des indigènes, il y avait un nous social, c'est-à-dire celui de l'auto-reconnaissance, de notre auto-reconnaissance d'une existence, d'une catégorie sociale qui avait, en plus d'être une catégorie sociale, qui était une catégorie qui avait un destin commun, qui est celui de vivre le racisme structurel en France. Et cette catégorie, c'est celle qu'on nomme en France les issus de depuis 2, 3, 4 générations. Donc issus de l'immigration, c'est la première catégorie que nous, on a identifiée comme étant le socle d'un possible nous politique. Donc dans un premier temps, il y a le nous social, c'est-à-dire l'existence d'une condition commune qui est celle de vivre sous le régime du racisme systémique dans la France impérialiste, dans l'État-nation français. Donc ça, c'est le premier nous, qui est un nous à la fois d'un début de conscience sociale et politique, mais qui reste un nous insuffisant puisqu'il n'est pas encore politique. Ensuite, il y a le second nous, qui est celui, par contre, du nous conscient, du nous politique, c'est celui des indigènes de la République. Dans ce nous des indigènes de la République, seuls ceux qui y adhèrent font partie du nous, évidemment, puisque c'est ceux qui portent le projet décolonial, le projet d'une lutte politique contre le racisme structurel. Là, c'est un nous clairement politique, mais ça reste un nous circonscrit à ceux qui vivent cette condition, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le nous
de l'autonomie indigène, celle qu'il faut construire, au sens où Abdelmalek Sayad nous l'a proposé, lorsque Abdelmalek Sayad, donc le fameux sociologue algérien de l'immigration, disait exister, c'est exister politiquement. Nous, on comprend, en tant qu'héritier des luttes de l'immigration, on comprend que ça signifie qu'on ne peut pas imaginer un nous plus important que ce nous politique, c'est-à-dire un nous du bloc politique dont tu parlais tout à l'heure, s'il n'y a pas le nous de l'existence politique des indigènes. C'est-à-dire qu'en fait, tant que nous, on n'existe pas en tant que force sociale et politique, tant qu'on ne s'affirme pas en tant que force, il n'y a pas de possibilité, un, de transformer les rapports de force, deux, de s'allier avec qui que ce soit. Donc, il y a ce deuxième nous qu'on retrouve dans les Blancs, les Juifs et nous, parce que quand je dis nous, là, je parle bien à la fois du premier nous social, c'est-à-dire comme condition sociale, mais le nous aussi politique, puisque là, je parlais effectivement en tant qu'indigène de la République, en tant qu'appartenant à l'organisation des indigènes de la République, donc portant un projet. Donc il y avait dans le premier livre, il y avait déjà ces deux nous, mais il y avait déjà le troisième nous. Parce que le sous-titre, vers une politique de l'amour révolutionnaire, c'est déjà l'ébauche de ce troisième nous. Évidemment, je le disais de manière romantique, avec cette formule que j'assume et que j'aime beaucoup, celle de l'amour révolutionnaire. Mais c'est quoi l'amour révolutionnaire si ce n'est la rencontre des nous des indigènes et de nous et de l'autre nous que je n'avais pas encore défini comme le nous des beaufs, mais qui est à minima celui des blancs qui veulent bien rompre avec leur blanchité et donc mener cette lutte révolutionnaire. Donc dans l'amour révolutionnaire, il y avait déjà les trois nous en fait. Et effectivement, donc en fait, le petit livre vert, le nous politique, peut-être qu'il y a un peu plus d'accent sur le nous politique et un peu moins sur le nous social des indigènes de la République, tout simplement parce que nous avons passé 15 ans à élaborer ces différents nous, et que là, me semble-t-il, au moment où nous sommes très très nombreux et de plus en plus nombreux en France à s'interroger sur comment combattre Macron, par exemple, comment combattre Macron, c'est voilà, comment pour le combattre, encore faut-il penser à la force politique qui sera à même de renverser les rapports de force. Et donc, je crois que c'est une question du moment, celle qui consiste à penser comment construire la force qui va gagner l'hégémonie, mais peut-être qu'on ne s'interroge pas assez sur les conditions de la création de cette force. Or, pourtant, les questions sont là, puisque si on remonte, parce que nous, notre date de naissance, on est né en 2005, juste avant les émeutes de quartier, les émeutes de 2005. Nous, on est né quelques mois avant. Et lorsque les émeutes ont eu lieu, on s'est tous rendu compte que les émeutiers, les révoltés, étaient seuls dans leur quartier à se révolter, en fait. Voilà. C'était une révolte de quartier. Même s'il y a eu à cette époque-là, je m'en souviens parce que je l'ai vécu de loin, mais je l'ai vécu, en tout cas j'ai été observatrice de ce qui s'est passé, il y a eu des voix d'extrême gauche, évidemment, pour soutenir, disons, à minima, la légitimité de ces émeutes, mais enfin, on ne peut pas dire que la gauche s'est ralliée aux banlieues à ce moment-là. Donc il y a cette espèce il y a d'abord le constat que les quartiers, les habitants des quartiers sont isolés dans leur révolte. Et puis plus tard, il y a eu les Gilets jaunes. Donc la révolte des Gilets jaunes, et là la question s'est posée, et les Gilets jaunes se sont posés la question, et les observateurs se sont posés la question de savoir, mais pourquoi les quartiers ne descendent pas ? Pourquoi ils ne soutiennent pas cette lutte qui paraissait légitime et qui paraissait concerner aussi les quartiers ? Les quartiers ne sont pas descendus, effectivement. Et donc là, on constate, encore une fois, une séparation de deux groupes que tous est censé rapprocher. C'est-à-dire que spontanément, on dit, mais pourquoi on n'est pas ensemble ? Pourquoi on n'est pas... Parce qu'on sait tous, en fait, la connaissance qu'on a tous et qu'on partage, c'est que ces deux groupes sociaux forment le prolétariat français. Ils le forment. Donc on s'interroge légitimement sur pourquoi les indigènes ne descendent pas soutenir les Gilets jaunes. Et puis plus tard, il y a les élections, qui est aussi un moment politique qu'il faut interroger, qu'il faut observer. Et là, on se rend compte de quoi ? Il y a encore une séparation, même dans les choix électoraux, puisque pour une fois, il s'est passé quelque chose dans les quartiers. Ceux qui sont allés voter sont plutôt allés voter Mélenchon, et plus nombreux que d'habitude. Alors ça n'a pas été un raz-de-marée, faut pas rêver, mais en fait il s'est passé quelque chose avec Mélenchon. Donc les indigènes sont allés voter Mélenchon pour le candidat qui a affirmé des positions, disons, pour le dire vite fait entre nous, islamo-gauchistes. Voilà.
Et il a assumé des positions, à vrai dire, assez surprenantes, quand on sait la manière dont le champ politique se droitise, voire se fascise. Et aussi de là où lui il vient. De là où il vient, c'est-à-dire des positions de défense de l'islam, de la dignité des musulmans. Et on se souvient qu'il était à la marche contre l'islamophobie, qu'il n'a pas regretté d'y être allé, même après l'assassinat de Samuel Paty. On se souvient qu'il est allé à la marche, qu'il n'est pas allé au rassemblement de la police, un an après, alors que les Verts y étaient, que le Parti communiste y était, et que lui a résisté. Il a dit que c'était factieux, c'est une manifestation. Il a dit que c'était une manifestation, donc il n'y est pas allé. Aux grandes dames du champ républicain, voilà. C'était déjà un acte anti-républicain que de ne pas aller manifester auprès des policiers factieux. Donc c'est dire aussi la droitisation de la conscience politique de ce pays. Hein. Et donc voilà, il a posé des actes suffisamment forts pour être remarqué dans la séquence que nous sommes en train de dire, et donc il a amené vers lui, disons, des indigènes. Voilà, c'est quelque chose, il s'est passé quelque chose. Chose que le Parti communiste n'a jamais réussi à faire alors qu'il tient les quartiers. C'est bien de le souligner quand même. Ensuite, donc voilà, les indigènes sont plutôt allés voter Mélenchon, et que font, disons, ceux qui ressemblent aux gilets jaunes, c'est-à-dire les petits blancs? Alors, soit ils s'abstiennent, comme beaucoup d'indigènes par ailleurs, soit une partie vote Mélenchon, il y en a qui sont encore de gauche, et une grande partie vote extrême droite. Donc il y a une séparation, même dans les choix électoraux. Donc en fait, on a deux groupes appartenant au prolétariat français qui ne se rencontrent jamais. Par conséquent, la question du nous de la majorité décoloniale, il se pose de manière crue, de manière évidente ici, de manière politique. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous obligés de s'interroger sur pourquoi on n'est pas ensemble. Je pense que dans cette salle, on sait tous la réponse. C'est le racisme. C'est le racisme qui nous a séparés. C'est le racisme que nous, on dit structurel, qu'on dit systémique, et donc tu as eu raison de souligner. Tu as eu raison de souligner le fait que le travail des indigènes de la République, et merci de le souligner, de le dire, parce qu'on ne sont pas tellement nombreux à le reconnaître, ça a été précisément d'aider, de contribuer à passer de ce qu'on a appelé longtemps l'antiracisme moral, celui des SOS Racisme et du Parti Socialiste, qui consiste à penser que le racisme émane de monsieur et madame Dupont, et que c'est une fausse conscience prolétaire, en fait. S'ils sont racistes, c'est parce qu'ils se trompent de colère, chose que moi je ne crois pas. Et sinon, si c'est pas monsieur et madame Dupont, c'est l'extrême droite. Donc voilà, c'est bien parce que pendant 30 ans, on nous a dit finalement le racisme, il est circonscrit, il est là. On peut le pointer du doigt, on sait le reconnaître, c'est Le Pen, donc il a un visage, ou c'est monsieur et madame Dupont, c'est les beaufs. Et ce que l'antiracisme politique a apporté, c'est précisément de passer de l'antiracisme moral à l'antiracisme politique, à savoir que le racisme, c'est moins l'extrême droite que l'État. C'est moins l'extrême droite que l'État. Et donc, le lieu de production du racisme et de perpétuation du racisme, c'est l'État, c'est ses structures, c'est évidemment le capitalisme, mais l'État au service du capitalisme. Donc, cet État qui a produit notamment les petits blancs, tels qu'ils sont. Et donc, je disais, nous savons tous ici que si on ne se retrouve pas aujourd'hui dans les luttes politiques et si on ne forme pas un bloc solidaire face à la bourgeoisie, eh bien, c'est parce que nous sommes séparés par le racisme. Et donc, je redis que ce qu'a apporté l'antiracisme politique, c'est cette nouvelle définition du racisme. Donc moi, je crois que c'est effectivement un progrès qu'il faut savoir reconnaître et saluer, et c'est un grand pas en avant, et je pense qu'aujourd'hui, dans les organisations de gauche, comme dans les organisations dites de l'immigration et des quartiers, nous sommes aujourd'hui très nombreux à comprendre que le racisme est structurel ou qu'il est systémique. Mais quand on a dit ça, me semble-t-il, on dit beaucoup de choses, on a avancé, mais à mon goût pas suffisamment. Parce qu'il s'agit maintenant de comprendre aussi les conditions qui feraient qu'il faut qu'on constitue un bloc. Et même si... Et donc, ce livre, pour moi, c'est un prolongement de cette réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous compris que le racisme est structurel, mais encore.
Mais quoi encore? Parce qu'en fait, on répond c'est structurel, mais c'est quoi quel contenu on lui donne? Donc c'était ma question d'après, c'est en effet une réflexion que tu poses d'emblée. Tu dis que d'ailleurs sur les réseaux sociaux et ailleurs, qu'il y a quand même certainement un meilleur accueil de ce livre à gauche ou à extrême gauche que sur les précédents. Et l'hypothèse que tu fais, c'est que justement il y a eu diffusion et acceptation à gauche du concept de racisme structurel, qui n'est plus un gros mot, qui est moins un gros mot. Mais en effet, tu dis d'emblée que en fait, quand on a dit ça, on n'a pas mis le doigt sur l'ennemi véritablement, on n'a pas reconstitué l'ensemble du puzzle. Et d'ailleurs, le concept de racisme structurel, selon toi, il est à dépasser. Et ce que tu proposes dans cet ouvrage, c'est de remplacer l'expression racisme structurel par l'expression état racial intégral, notion que tu construis par analogie à celui d'état intégral qui est avancé par le marxiste italien Antonio Gramsci. Est-ce que tu peux expliquer cette notion de l'état racial intégral et pourquoi tu le substitues ou tu le trouves préférable d'un point de vue stratégique d'avancer cette notion plutôt que celle de racisme structurel? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le racisme structurel ou systémique, au contraire, moi je pense qu'il faut continuer à l'utiliser. Je dis juste qu'il faut lui donner un contenu plus dense en fait. Il faut comprendre en fait d'où il vient en fait le racisme structurel. Parce que quand on a dit que la police elle est raciste, quand on a dit que l'administration elle est raciste, ok, mais encore. Et moi, c'est vrai, tu as raison, la notion d'état intégral de Gramsci, pour moi, elle est lumineuse. Elle m'a permis de... moi, dès que je l'ai rencontré, dès que je l'ai lu, et sa définition surtout, hein, parce que Gramsci dit... En fait, Gramsci est un penseur du capitalisme et un penseur de l'État. Et ce qui m'intéresse dans Gramsci, c'est qu'il explique effectivement, à travers quand il pense l'État, il dit cet État, il est bourgeois déjà, donc ça veut dire qu'il est dominé par la bourgeoisie capitaliste. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est pérenne? Qu'est-ce qui fait qu'il existe à travers le temps? Pourquoi il tient en fait? Il tient parce que la bourgeoisie a su créer un lien organique avec la société politique et la société civile. Et donc il dit l'État, ça n'est jamais l'État seulement, ses institutions, sa police, son administration, son armée, son école, etc., ou son idéologie propre. C'est son alliance objective avec la société politique et la société civile. Donc c'est ça l'État. L'État intégral, c'est les trois instances. Et vous voyez bien à quel point ça nous aide à comprendre comment fonctionne le racisme. Il suffit d'intégrer la notion de race à l'état racial, à l'état intégral, donc l'état racial intégral, ce que moi je propose pour le coup, l'état racial intégral, pour comprendre pourquoi le racisme est pérenne, pourquoi il perdure, pourquoi ça tient. Ça tient parce que cette même bourgeoisie qui domine l'État, et je dis bien qui domine l'État, parce que je crois que l'État est un espace stratégique de lutte et de rapport de force. Donc, si la bourgeoisie domine l'État, elle ne détient pas l'État. C'est-à-dire qu'en fait, les luttes sociales, quelles qu'elles soient, mettent leur empreinte dans l'État, en fait. En fait, l'État, c'est aussi la lutte politique. L'État, c'est aussi la société civile. Et donc, précisément, cette bourgeoisie qui domine l'État, elle a su créer ce lien organique avec la société politique. Et j'ajoute, surtout la société politique avec qu'elle combat, c'est-à-dire la gauche et le communisme. Surtout avec elle, parce que le lien organique avec le PS, avec la droite ou l'extrême droite, il est d'origine. Ce sont des partis politiques, des organisations et des forces qui soutiennent la bourgeoisie. Donc ce lien, il est plus qu'organique. Mais celui avec les forces qui sont censées combattre dans le cadre de la lutte des classes, cette même bourgeoisie. Eh bien, la bourgeoisie a eu l'intelligence de créer ce lien organique avec la société politique. C'est la blanchité. Et créer ainsi la blanchité. Donc, lorsque la bourgeoisie arrive à nationaliser le Parti communiste, c'est-à-dire à faire des communistes, c'est-à-dire la masse ouvrière française, en faire des chauvins, des défenseurs de la nation, des défenseurs de l'État-nation. Ah, il y a un petit malaise. La personne va bien? Ouais, bien sûr. Allez, vas-y. Donc je disais donc cette bourgeoisie a eu l'intelligence de créer ce lien organique avec la société politique qui en même temps la combat réellement, parce qu'il ne faut pas, je ne suis pas en train de nier le fait qu'il y ait une lutte des classes, bien au contraire. Il y a une lutte des classes, elle marque l'état de son empreinte, et d'une certaine manière, l'État-nation, c'est un produit de la lutte des classes, en fait. C'est pour ça que ça rend les choses encore plus complexes.
Et quand elle crée ce lien organique, et donc elle crée cet intérêt commun, c'est quoi l'intérêt commun? C'est tout simplement, vous aurez, c'est simplement un deal qui consiste à dire, c'est ce qu'on appelle nous le pacte racial, c'est un deal qui consiste à dire, eh bien, oui, il y a une lutte des classes, il y a une vraie lutte des classes, le monde ouvrier demande et ensuite lutte pour ses avancées sociales, mais il accepte le deal impérialiste. Donc en fait, le deal racial, le pacte racial, c'est simplement de s'entendre sur le partage de la rente impérialiste. Voilà. Et c'est ça qui fait que le monde ouvrier blanc est un monde a été nationalisé et qu'il est chauvin. Et qui crée les affects de ce que moi j'appelle, pour le coup, la troisième instance de l'État racial intégral, c'est la société civile. La société civile, elle est née, elle est le produit de cette histoire, de la création de l'État racial intégral, et donc elle est donc à l'image de cet État racial et impérialiste. Elle est blanche, elle est produite comme blanche, et elle a des affects de blanc. Et elle pense le monde à travers des lunettes de blanc. Elle est complètement produite comme blanche. C'est ça qui fait la blanchité, c'est ça qui fait que la blanchité elle-même est structurelle, et que ça n'est pas une question de monsieur et madame Dupont. Parce que monsieur et madame Dupont, on s'en fout pas mal. Qu'il m'aime ou qu'il m'aime pas, ça les Black Panthers le disaient déjà, qu'un blanc ne m'aime pas, moi c'est pas mon affaire. Mais qu'il ait le pouvoir de m'assigner, il est là le problème. Donc, et si le blanc a le pouvoir de l'assigner, c'est parce qu'il est adossé à cet état racial intégral. Donc c'est moins monsieur et madame Dupont que le fait que monsieur et madame Dupont sont adossés à la structure de l'État et à la puissance impériale. Et surtout, qu'ils y participent. C'est-à-dire qu'en fait, la notion d'état racial intégral nous permet de dire ce que nous savions déjà, à savoir que personne n'est innocent. Et que tout le monde collabore à un endroit ou à un autre à la production et à la pérennité du racisme. Tout le monde collabore. Donc, il n'y a pas en France d'innocents, il n'y a pas dans cette salle d'innocents. J'ajoute que si on pousse la question de qui est coupable et qui est innocent, moi je ne suis pas innocente. Puisque, certes, je suis un sujet postcolonial, certes je viens de l'histoire coloniale, mais moi aussi, je récolte les miettes, des miettes. Alors je suis au bas en tant qu'indigène de la hiérarchie des dignités, certes, mais là où je suis, si tu me dis entre tes intérêts ici, ton confort ici et celui que tu as laissé au bled, bah, je sais très bien que je suis plus à l'aise et plus confortable ici. Tu as dit quelque part, je ne sais pas si c'est dans Les Blancs, les Juifs et nous, que toi aussi tu es protégé par la bombe atomique à eux. Oui, je suis notamment, voilà, on a la bombe nucléaire, qu'on a le droit de menacer le monde avec, mais le monde qui ne l'a pas ne peut pas nous menacer avec. Voilà, donc nous, effectivement, ça fait partie de notre privilège. Alors, c'est un privilège qui est en train de décliner. Parce que il y a d'autres prétendants au partage impérialiste, d'autres puissances qui émergent, et effectivement, nous sommes en train de vivre le déclin de 500 ans de domination pure. Voilà. Et le déclin ce déclin qui amène aussi le déclin de la blanchité, c'est-à-dire des blancs avec moins de valeur qu'ils en avaient avant, donc moins puissants. Eh bien, ce moment qu'on est en train de vivre, c'est le moment à la fois de tous les possibles, mais c'est aussi le moment du pire. Parce que le moment où la blanchité décline, c'est le moment où elle sera la plus dangereuse. C'est Gramsci, le clair-obscur aussi, non? C'est le clair-obscur de Gramsci, puis on n'a pas besoin de Gramsci pour savoir que le fascisme est en train de gagner en hégémonie au niveau de toute l'Europe. Donc c'est ça le déclin de la blanchité. Alors justement, dans la première partie du livre, tu poses donc ce que tu viens de décrire très bien, que l'État racial intégral est en fait la résultante de la lutte des classes à l'échelle de la nation française, et tu consacres la première partie du livre à étudier l'émergence historique de l'État racial intégral. Et donc tu pointes des compromissions dans ton livre entre les organisations de la lutte des classes ouvrières françaises et l'impérialisme de la bourgeoisie nationale. Alors tu te consacres notamment à l'histoire de la CGT et du PCF. Est-ce que tu peux faire rapidement raconter les moments où justement les organisations de défense du prolétariat ont tourné le dos à l'impératif de lutte contre l'impérialisme? Est-ce qu'il y a des points saillants de l'histoire que tu as envie de mettre en avant là? Au début, juste après la Révolution russe, ils étaient bien partis. Le Parti communiste français était bien parti, puisqu'en fait, pendant à peu près une décennie, ce qu'on appelle la décennie anticoloniale du Parti communiste, dans les années 20, il a soutenu Abdelkrim el-Khattabi, donc la révolte du Rif, comme il a soutenu, disons, l'étoile nord-africaine. Donc c'était qui représentait la lutte du peuple algérien. Bon, ça a duré 10 ans.
ça a duré 10 ans, ils ont été valeureux, il y a eu des vraies luttes anti-impérialistes. C'est ce que proposait la révolution russe. C'est-à-dire qu'on proposait justement un internationalisme clair et net. Et en fait, c'est cet internationalisme-là qui a été trahi. Il a été trahi lorsque petit à petit, en réalité, les organisations ouvrières ont petit à petit cédé justement à leur propre nationalisation. C'est-à-dire en fait, en acceptant le deal que je viens de décrire, mais ça se fait à travers disons, une longue histoire qui commence à peu près dans les années 30, même si à mon avis, elle a commencé en réalité avant, mais réellement après l'abandon de l'internationalisme. Et ça s'est fait, on l'a vu, avec la guerre d'Algérie, avec le Vietnam, on l'a vu avec nous, bon ici je suis dans le fief de Saïd Bouamama, donc Saïd Bouamama il connaît très bien, les luttes de l'immigration et comment la relation de l'immigration postcoloniale, que ce soit nos parents ouvriers ou nous, après les années 80, notamment après la marche pour l'égalité, comment systématiquement toutes les luttes qu'on portait, elles ont toujours été secondarisées, elles n'ont jamais été respectées pour ce qu'elles étaient. Alors ça c'est vrai dans les syndicats. Alors, les syndicats, comme la CGT par exemple, le syndicat a été plus internationaliste dans son histoire que le Parti communiste. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu plus de résistance internationaliste dans la CGT qu'il n'y en a eu au Parti communiste. Et en réalité, la CGT elle-même a subi, en fait, la nationalisation du Parti communiste, en fait. Et donc, ça directement. Et en fait, elle a subi les choix politiques du Parti communiste, comme ils étaient liés organiquement. Donc, c'est ce qui fait que finalement, c'est à cause du Parti communiste que, d'une certaine manière, la CGT a été moins offensive sur la défense des immigrés, même si il y a eu des luttes où on a été ensemble. Je veux dire, en fait, l'histoire, elle n'est pas linéaire. C'est pas, on est des ennemis et il n'y a pas des moments où on comprend la convergence des luttes. C'est en fait, c'est plus conflictuel, c'est plus contradictoire, c'est pas noir ou blanc. Mais globalement, l'histoire du rapport entre les post-colonisés et la gauche blanche, c'est d'abord un rapport de trahison. C'est d'abord un rapport de trahison. Alors moi, je ne sais même pas s'il faut dire trahison, si on sait que le prolétariat blanc, il est dès le départ nationalisé, enfin quasiment dès le départ nationalisé. Je ne sais même pas si on peut parler de trahison. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle de trahison, il y a presque une naïveté à croire qu'on aurait pu être ensemble dès le départ, dans le cadre d'un État où la bourgeoisie était déjà aux commandes et où elle avait vraiment la possibilité, disons, d'imposer son agenda au prolétariat français, en fait. Voilà. Ça, on ne saura jamais le dire. Moi, j'évite de parler de trahison parce que je pense que on ne doit pas... ce serait naïf de croire que ce lien, il était naturel, en fait. Il aurait dû être naturel, je ne suis pas sûre. Quand on vient du centre impérialiste, c'est pas si évident que ça. Alors le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de mouvement anti-guerre en France, que les indigènes sont quand même bien seuls quand il s'agit de poser la question palestinienne et de la nécessaire lutte contre l'apartheid israélien. C'est aussi que c'est la conséquence de ce que tu décris, c'est qu'il n'y a plus de conscience anti-impérialiste, enfin, plus en tout cas, elle est très affaiblie. Très affaiblie, pour ne pas dire liquidée. Je veux dire, quand le monde est à feu et à sang, et quand on sait l'importance de la France impérialiste, l'importance de ce que fait la France en termes de guerre, la présence de la France guerrière. Le caractère nuisible de l'impérialisme français. Le caractère absolument nuisible de l'impérialisme français, c'est-à-dire, plus la France est nuisible dans le monde, plus nous sommes innocents, plus on se construit comme innocent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais coupable de rien. En fait, et même, voilà, la France fait la guerre et nous, on attend les soldes. C'est ça le résultat concret de ce que nous sommes comme citoyens du centre impérialiste. La France fait la guerre, elle vend des armes, elle est une des premières puissances industrielles à construire des armes à l'échelle du monde, donc elle tue beaucoup, et nous, on continue de se croire innocents. Et on continue de baigner dans cette espèce d'idéologie que je considère comme mortifère, parce qu'en fait, on le paiera un jour, mais c'est cette espèce d'idéologie qui consiste à voir le monde en noir et blanc. En fait, il y a des méchants à l'extérieur, il y a des islamistes, il y a des terroristes, etc. etc. Et sans jamais qu'on ait le courage de penser notre propre terrorisme. Le terrorisme d'État, pour le coup. C'est du terrorisme. La guerre, c'est du terrorisme d'État.
Alors, l'autre conséquence historique de ce pacte racial, c'est qu'on en arrive même à se poser la question, y a-t-il seulement encore une condition humaine partagée par-delà l'expérience raciale et coloniale? Et d'ailleurs, tu ouvres la deuxième partie du livre sur ces réflexions. Alors, il y a beaucoup de place, on reviendra après là-dessus, mais il y a beaucoup de place sur... tu prends très au sérieux la question identitaire chez les petits blancs, du vide identitaire des petits blancs, qui les adosse d'autant plus aux réflexes chauvins et au vote RN. Alors, tu écris que le résultat de cette nationalisation des organisations ouvrières françaises, c'est que les blancs ont fini par troquer leur âme contre un statut économique, un statut social. Et que les blancs sont même sortis de l'humanité générique. Et que même tu écris que dans leur fort intérieur, les blancs le savent. Tu utilises un exemple qui me semble pertinent, c'est le malaise que ressentent les blancs quand un non-blanc leur dit mon frère, ou ils se demandent si on se moque de nous ou pas en fait. Est-ce qu'on est vraiment frères quand on... Donc cette idée que les blancs sont sortis de l'humanité générique, tu en fais l'ouverture de ta deuxième partie, et tu dis, alors il y a aussi beaucoup de place aux affects, on reviendra là-dessus dans le livre, il y a énormément de place aux affects, à la spiritualité, mais ça on va y revenir après, mais tu écris que l'une des clés pour éviter l'ensauvagement définitif de l'Occident, ce sera sans doute la capacité des Blancs à aimer de nouveau d'autres enfants que les siens. Notamment, bon ça tu le dis pas, mais évidemment ceux qui meurent en Méditerranée par exemple, ou ceux que l'armée française tue dans ses opérations terroristes au Sahel. Je ne sais pas si tu étais au courant, juste après t'avoir lu, j'ai assisté à une conférence de nos amis de survie, il y a des copains dans la salle, sur que fait l'armée française en Afrique. Et un des intervenants avait indiqué que le 30 novembre 2017, des soldats français de l'opération Barkhane au Mali avaient fusillé depuis un hélicoptère un enfant de 10 ans, un Malien, et qu'ils avaient accusé d'être un guetteur et qu'ils l'ont enterré en catimini sans en parler aux villageois. Bon, alors là, il y avait une résonance entre ce que tu écrivais. Les Occidentaux, les Blancs, sont-ils encore capables d'aimer d'autres enfants que les leurs? Bon, déjà, juste une question, est-ce que tu es au courant de ce fait divers quand tu as écrit ça? Et d'où vient cette force, enfin, cet élan de passer par, voilà, réintroduire de l'amour, en fait, comme peut-être planche de salut Je l'ignorais comme fait, mais pas comme possibilité. Je crois que c'est un peu comme ça que je commence ce chapitre. Les Blancs aiment-ils les enfants? Si moi je m'intéresse à la guerre, c'est parce que je sais qu'en Afrique il y a des enfants. Voilà. Et donc la femme qui m'interpelle au départ sur est-ce que je m'inquiète de ces enfants, elle qui est homosexuelle et qui a des enfants, etc. Je lui dis mais pendant le mariage pour tous, il y a eu plein de manifs pour revendiquer des droits égaux pour les homosexuels. Et c'est à ce moment-là que Hollande a lancé la guerre au Mali. Et pendant 6 mois, il y a eu des manifs pour le droit au mariage pour tous. Et cette gauche qui se mobilisait pour le mariage, à aucun moment, elle s'est mobilisée contre la guerre au Mali. Je sais parce que je l'ai vécu, j'y étais. Et j'attendais le moment où la gauche ferait une marche contre la guerre au Mali. Il n'y en a pas eu. Ma conclusion, ces gens qui adorent leurs enfants, qui aiment leurs enfants, puisqu'ils se battent précisément, parce que le mariage, c'est aussi pour donner de bonnes conditions à leurs enfants en tant qu'homosexuels. C'est-à-dire qu'en fait, normaliser la vie des homosexuels pour qu'ils puissent avoir des enfants. Donc ils pensent à leurs enfants, ils aiment leurs enfants. Mais à aucun moment, ils ont pensé aux enfants maliens. Donc moi, je ne savais pas, moi, cette histoire d'enfants maliens qu'il y a. Mais je sais que la guerre tue des enfants. Mais il n'y a pas besoin de savoir le fait. Il faut savoir que des enfants vont mourir. Donc d'où mon interrogation. Pourquoi ce peuple-là ne sait pas qu'il y a des enfants au Mali? Et on peut me dire, si on sait qu'il y a des enfants au Mali, bah, tout le monde le sait. Je veux dire, pose la question, oui. Non, en fait, vous ne savez pas. Vous mentez. Vous ne savez pas qu'il y a des enfants au Mali. Parce que sinon, vous ne défendriez pas vos enfants plus que ceux des autres. Ou moins que ceux des autres. Plus que ceux d'autres, je veux dire. Donc c'est un fait. Et là, je reviens à la production des affects qui ont produit les Blancs. Donc les Blancs, c'est quelque chose de matériel. C'est un rapport social matériel. C'est pas une vue de l'esprit. Et oui, il n'y a pas de mouvement anti-guerre en France. Et oui, il n'y a pas d'anti-impérialisme en France. Toute la question aujourd'hui, si on ne baisse pas les bras, c'est de s'interroger sur les conditions de remobilisation de toutes les consciences, en fait, pas seulement blanches, mais non blanches, toutes, pour précisément
reconstituer quelque chose qui nous redonnerait en fait quelque chose qui s'appelle l'âme, une âme. La question que les Espagnols se posaient lorsqu'ils sont arrivés qu'ils ont découvert l'Amérique, donc la grande controverse de Valladolid, c'était les Indiens ont-ils une âme? La vraie question, c'est les Blancs ont-ils une âme? Ça, en fait, ils vont chez nous pour demander si on a une âme, mais en fait, c'est ceux qui n'en ont pas qui exigent des autres d'en avoir une. Mais en fait, c'est vous qui n'en avez pas. Ouais. Le barbare, c'est celui qui croit en la barbarie. Voilà, c'est ça. Alors cette partie-là sur les enfants, elle se termine par un aparté. Alors le livre d'Ouria est ponctué d'apartés qui sont quand même assez lumineux, j'ai envie de dire, et qui font du bien, mais quand on les lit, on pose le livre et on réfléchit, voire même, on reste pas insensible. Et sur cette question de l'appartenance possible à une humanité commune, tu fais l'aparté suivant en faisant référence à Malcolm X. Alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, arrêté au feu rouge, une autre voiture se glisse à côté de la sienne. Le passager le reconnaît. « Malcolm X !» s'écrie-t-il. Il lui tend la main. « Ça vous ennuie de serrer la main à un blanc ?» Le feu passe au vert. Avant de démarrer, Malcolm répond « Ça ne m'ennuie pas de serrer la main à un être humain. En êtes-vous un ?» Lecteur, tu as vu comment le titre de ce chapitre résonne dans l'écho lointain de la question de Malcolm. C'est triste, tu ne trouves pas? C'est quand même assez triste, je trouve. C'est triste. Mais bon, on a bien compris l'idée. Donc, je disais plus haut que tu prends très au sérieux la solitude et le malaise identitaire du prolétaire blanc, ce fameux débat sur l'insécurité culturelle, qui sont pourtant balayés d'un regardement généralement par la gauche. La gauche qui ne sait pas quoi faire de la question de l'identité en général, qui est très mal à l'aise avec ça. L'identité, c'est forcément d'extrême droite. Et tu expliques que c'est le résultat de la destruction des spiritualités, des folklores européens, qui a été imposé par la modernité occidentale. La résultante de cet assèchement culturel et identitaire, c'est qu'il ne reste souvent comme seule ressource identitaire que la nation, le refuge national chauvin et le racisme. Tu écris d'ailleurs que l'État moderne, depuis la Révolution française, a fait des Blancs dans le même temps des individus, ce qui était supposé être une promotion. Un individu au sens de quelqu'un qui est délié de ses obligations communautaires vis-à-vis de ses pères, vis-à-vis de ses siens, vis-à-vis de ses frères, etc., de ses enfants, de ses sœurs. Mais qu'en fait, en ayant promu l'individu citoyen comme individu, on l'a aussi amputé de sa spiritualité d'origine, de ses communautés d'origine. Et en fait, en définitive, l'homme moderne est à la fin un mendiant, isolé, atomisé et sans ressources lorsqu'il est face à l'État-nation. C'est-à-dire que notre réflexe, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, quand on ne sait plus sur quelle identité construire une lutte, c'est de ressortir le drapeau bleu, blanc, rouge et d'entonner la Marseillaise. Bon, c'est triste. C'est encore une fois triste. Donc, une des propositions politiques que tu fais, c'est de faire émerger des sources alternatives de dignité et de fierté qui pourraient concurrencer le nationalisme chauvin, et que ça fait partie de la solution. Tu veux réagir là-dessus? D'abord, je veux quand même te remercier de la manière dont tu conduis l'interview, parce que c'est vraiment super. Merci. Alors, je vais m'attarder déjà sur la question de l'identité. Alors, nous, déjà, les indigènes de la République, on n'a pas de problème avec l'identité, en fait, la notion d'identité politiquement. On ne se salit pas les mains, on n'a pas le sentiment de se salir les mains avec cette notion, puisque nous, on vient d'identités qui ont été écrasées, et on connaît l'importance de l'identité dans la construction, dans notre construction sociale. On sait l'importance de la perte de l'identité. Nous, on le sait. Quand je dis les indigènes, je parle de tous les indigènes. Je veux dire, tu vas en Amérique latine, tous les gens qui vivent en Amérique latine, ils savent très très bien la question de l'identité. Ils savent pourquoi ils tiennent à leur rapport au monde, à leurs croyances, parce qu'ils savent que la modernité qui leur arrive par le haut, elle écrase tout ça, elle écrase toutes les solidarités dont l'identité est qu'une des expressions. On n'a pas de problème avec l'identité. C'est encore une fois un mot dans lequel il peut y avoir tout et n'importe quoi. Alors déjà, ça c'est la première chose, on n'a pas peur de ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas méfiant vis-à-vis de l'identité, surtout quand il s'agit d'identité dominante. Et c'est pour ça que c'est là où il faut être précis. L'identité des Africains, des Antillais, des musulmans, des Roms, des Asiatiques, des Mexicains, lorsqu'elle est revendiquée, c'est pas un problème, puisque ce sont des identités qui sont écrasées. De la même manière que le nationalisme
des pays dépendants, l'Algérie, pour ne prendre que cet exemple-là, lorsque l'Algérie, qui n'était pas un État-nation, se constitue comme État-nation, j'ai envie de dire hélas, on y reviendra, mais en tout cas, qui revendique, qui mobilise ses identités, l'islam notamment, et l'algérianité, eh bien ça c'est normal face à la puissance française. Juste un truc d'expérience, ça c'est un truc dont je fais mon coming out, j'étais chez les anarchistes, c'est un truc qu'on n'avait jamais compris, que le nationalisme d'une nation impérialiste n'a rien à voir avec le nationalisme d'une nation colonisée. Bah oui, voilà, c'est le b.a.-ba, mais ça par exemple ce b.a.-ba, on doit se battre avec l'extrême gauche pour faire comprendre la base. Et franchement, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi il faut se battre pour ça. C'est vraiment il y a vraiment des nœuds dans la gauche blanche qui sont effrayants. Hein. Vraiment. Bon, qui prétend être matérialiste et qui prétend être matérialiste. Bon, ça, c'est des nœuds. Bon, il faut 15 ans, 20 ans pour débloquer ce nœud. Enfin, bon, bref. Et donc voilà, on voit bien que la question de l'identité ici, l'identité blanche, évidemment qu'elle est problématique par rapport à tout ce que je viens de dire jusqu'ici. Il n'en reste pas moins qu'un blanc n'est pas qu'un blanc. Un blanc n'est pas réductible à sa blanchité. Un blanc, c'est aussi un breton, ou c'est un ouvrier, ou c'est je sais pas quoi. Mais en tout cas, il faut aller chercher dans le blanc ce qui peut constituer une identité de résistance. Et c'est là, effectivement, où les choses sont extrêmement difficiles, puisque la blanchité, c'est aussi une source de dignité pour les petits blancs. C'est aussi une source de dignité. Donc là, on est devant un nœud. Et c'est pour ça que je dis, il est là le nœud. Il est là le nœud. Il est là le nœud. Et quand nous, on s'intéresse à la misère blanche, effectivement, et moi, je pense que c'est important de comprendre ce que certains ont appelé, évidemment, l'insécurité culturelle. L'insécurité culturelle. Qui est... En fait, ceux qui l'ont mise en avant, c'est vraiment des faux culs, en fait. Parce qu'en fait, moi, je veux bien discuter de l'insécurité blanche et des petits blancs, à condition de bien définir d'où vient le danger. Parce qu'en fait, quand on laisse le flou comme ça, eh ben, finalement, on comprend que l'insécurité, elle vient des indigènes. Ils sont en insécurité parce qu'il y a des musulmans, parce qu'il y a des mosquées. Parce qu'il y a un grand remplacement. Parce qu'il y a un grand remplacement. C'est pour ça qu'il y a... Et à aucun moment, ceux qui parlent d'insécurité culturelle ne disent que s'il y a insécurité, s'il y a cette fragilité qu'il faut reconnaître, eh bien c'est parce que il y a une bourgeoisie. Il y a une bourgeoisie libérale. Il y a une bourgeoisie moderniste qui a écrasé toutes les cultures françaises, qui a écrasé les identités locales, qui a écrasé les cultures et les traditions, qui a écrasé la spiritualité, qui a écrasé la religion, qui a écrasé toutes les formes de rapport au monde pour uniformiser et finalement ne laisser que la place à la blanchité, donc à ce statut, effectivement. Vous vous débarrassez de tout et vous gardez le statut. Mais quand on n'a plus que le statut, un statut c'est vide, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme dans un statut. Donc les blancs ne sont que blancs et des consommateurs. Ce que nous sommes en partie, hein, quand je dis les blancs, il faut comprendre ça comme une espèce de fluidité. Puisque je suis en France une consommatrice, je suis blanche pour tous les privilèges que j'ai. Et j'ai à l'intérieur de moi-même la part arabo-musulmane qui résiste et la part indigène, et puis j'ai la part blanche. Donc là, il y a une bataille à l'intérieur de moi-même. Mais je sens que moi-même, je me perds et je me dilue. Je vois bien que je suis en train d'être attrapée par la blanchité. Tu vois ? Et précisément, donc et moi qui d'une certaine manière, vient après le blanchiment des blancs, parce que la différence entre moi et les blancs, c'est que les blancs, ils sont à la fin de ce processus. Il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus rien. Tandis que nous, il y a encore quelque chose. C'est du bricolage identitaire, mais il y a encore quelque chose. Je veux dire, il y a une vie communautaire quand on va à la mosquée, quand on fête nos mariages, enfin, il y a plein de choses qui font qu'on se reconnaît encore comme un corps différent, avec son propre rapport au monde. Mais tout ça, d'abord, est très combattu. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on nous combat. Pourquoi ? On combat parce qu'il y a le peuple blanc qui a accepté le deal, et vous êtes encore là en train de résister. Donc on est le fameux village gaulois. C'est nous, le village gaulois, finalement, c'est nous. Le village gaulois, c'est nous. C'est nous. On est là, on résiste. Astérix, Obélix. En fait, c'est nous. C'est nous qui résistons au rouleau compresseur. Et quand on voit, là, en ce moment, c'est des abayas. Quand on voit une abaya, au lieu de voir un grand remplacement, il est grand temps de comprendre. Je suis pas en train de faire une promotion d'abaya, c'est pas la question. Mais je dis, il faut comprendre ce qu'il y a ici de résistance culturelle. Moi, ça ne me suffit pas, hein, cette résistance culturelle, parce que je sais
que cette espèce de résidence culturelle, elle manque d'organisation et surtout elle manque de perspective politique. C'est-à-dire qu'en fait, il manque tout le projet qui va avec. Et en fait, mais c'est un réflexe de défense. Oui, bien sûr, mais contrairement à ce que laissent penser les médias dominants et les grands observateurs, disons, qui représentent les élites, qui croient que derrière la abaya, il y a un projet, je ne peux que regretter qu'il n'y ait pas de projet, justement. Et il n'y a pas de projet. C'est ça le problème. C'est pas qu'il y ait un projet s'il n'y en a pas. Mais il y a une résistance, disons, un espèce d'instinct de survie qui existe et qui est là, et que, effectivement, tout indigène porte. Alors là, je parle de la abaya, je parle des musulmans, mais les Africains et les Antillais que je ne confonds pas avec les Blancs français, évidemment. Les Antillais sont des Français, mais on sait à quel point ils sont peu français, peu reconnus comme tels. Donc oui, il faut... Donc là, pour... les éléments... donc voilà, j'essaye... Donc l'effort que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de ne pas avoir peur, d'abord, des petits blancs. Alors j'ai toutes les raisons d'en avoir peur. Parce que c'est un corps social qui est extrêmement problématique, qui peut largement les céder à l'extrême droite, mais en même temps, et c'est là où nous, on doit être honnête, c'est que c'est pas ce qu'ont fait les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, on a un corps social qui est matraqué. Les Blancs, il faut reconnaître, sont matraqués par l'islamophobie depuis au moins le 11 septembre, même 10 ans avant avec l'affaire du voile. Ils sont matraqués à tel point que je me demande pourquoi ils ne sont pas plus islamophobes que ça. Donc il faut reconnaître ça. Et quand arrivent les Gilets jaunes, évidemment, on a ce corps social qui est quasiment programmé, parce qu'il s'agit pour les élites au pouvoir de maintenir un niveau de racisme le plus haut possible dans les classes populaires blanches pour éviter toute rencontre, évidemment, et cette rencontre n'a jamais lieu, mais les élites au pouvoir, elles craignent la chose de la manière dont on ne peut pas s'imaginer. Et comme ils craignent ça et qu'ils ont une conscience extrêmement fine de leurs intérêts, ils ont toujours 20 ans d'avance. Et ils préparent le terrain de telle manière que jamais la rencontre ne puisse se faire. Eh bien, là, les choses ont un peu déraillé. C'est-à-dire qu'en fait, ce corps social, dont je pense qu'il est tendanciellement raciste, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de les innocenter, parce que je viens de dire qu'ils sont, par exemple, ils ne sont pas anti-impérialistes. Les petits blancs ne sont pas anti-impérialistes, ça se saurait. Bon. Mais leur préoccupation au moment des Gilets jaunes, bah, c'était pas les musulmans, bah, c'était pas les quartiers. C'était l'État, c'était Macron, c'était la vie chère. Ah, et c'est devenu la police à la fin, alors que la base, elle n'était pas. Voilà, c'est devenu la police à la fin. Mais ça, ce moment-là, il est extraordinaire pour ça. C'est-à-dire, il est extraordinaire parce que le projet des élites n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait voulu, quasiment, parce qu'ils préfèrent toujours une guerre des petits blancs contre les indigènes. Ça, ils préfèrent toujours. Mais là, tout d'un coup, ils se sont retournés contre eux. Et ça, c'était pas prévu dans le programme. C'était pas prévu dans le programme. Eh bien, ce moment qui a eu lieu et qui a gauchisé tendanciellement les Gilets jaunes, je dis bien tendanciellement, hein, eh bien, c'est un moment qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur quand on est un militant politique. Donc, quand on est un militant politique, on se dit, tiens, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Les Blancs ont été moins blancs que ce qu'ils étaient programmés à être. Ben ça c'est bien. C'est bien. Je veux dire, quand on dort par terre, on ne peut pas tomber de son lit. Donc là, on était contents. Moi, j'étais contente. Effectivement, il y a eu en plus une expérience commune, celle de la matraque de la police. Et tout d'un coup, on s'est dit, ah, on est en train de comprendre ce que les indigènes vivent dans les quartiers. Ben, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça c'est un nouveau niveau de conscience qu'il faut aussi savoir apprécier. Donc en fait, il y a eu tout ça qui fait qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont possibles malgré l'existence de l'État racial intégral. C'est-à-dire qu'en fait, il a des brèches. C'est-à-dire que la bourgeoisie, le système, n'est pas tout puissant. Bon. Et c'est ça qui fait l'optimisme de la bonté, qui est la deuxième partie de mon livre, et qui fait que la stratégie devient possible. Tu inscris du coup cet essai dans ce temps politique que tu viens de décrire, et que tu décris aussi comme une opportunité politique. Une opportunité de peut-être avancer vers le nous. Pourquoi il y a une opportunité politique? C'est parce que le prolétariat blanc, les petits blancs, est en train de se faire laminer par le libéralisme, par la bourgeoisie. On l'a vu avec la réforme, la récente contre-réforme des retraites, et qu'on aurait tort de ne pas essayer. C'est ce que tu dis dans l'introduction. Alors, un des outils dont tu te dotes pour envisager ce nous, qui n'est pas là, mais dont on aurait tort encore une fois de ne pas essayer de tendre vers, tu penses que, tu énonces qu'il
il faut réussir, un des leviers, ce serait de réussir à capter les affects de ces deux groupes, les beaufs et les barbares, pour espérer fédérer ces deux groupes sociaux qui ont des intérêts politiques qui ne sont pas les mêmes, en tout cas pas en tout point. Et sur la question des affects politiques, donc tu réhabilites les affects politiques, et tu énonces que d'autres avant toi ont compris ça, l'importance des affects en politique. Et tu rends deux hommages, attention avec les guillemets, d'accord, dans des registres très différents, deux hommages à ceux qui ont compris l'importance des affects, en l'occurrence Alain Soral, tu intitules une sous-partie « Rendre à Soral ce qui est à Soral », et dans un deuxième temps, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ces deux personnages ont en point commun d'avoir compris qu'il fallait capter les affects, avec évidemment un programme politique qui les oppose? Ah pardon, j'ai d'abord rendu hommage à Jean-Marie Le Pen. Ah pardon, je l'ai pas celui-là, désolé. J'ai fait j'ai cité une longue... une citation, ça peut-être bien Je vais la retrouver, de Jean-Marie Le Pen. Parce que malheureusement, oui, l'extrême droite comprend des choses que la gauche ne comprend pas. Et ça, il faut bien qu'on se le dise déjà dans un premier temps si on veut avancer. Pourquoi l'extrême droite fonctionne? Parce qu'elle comprend des choses que la gauche ne comprend pas. Je l'ai. Je peux? Oui, bien sûr. Vous êtes prêts à entendre du Jean-Marie Le Pen ou pas? Du bon Jean-Marie Le Pen. Un peuple n'est pas seulement une machine à calculer. On ne gère pas son avenir exclusivement comme une affaire commerciale. Déjà il se différencie du président actuel, c'est bien. Un peuple, c'est un être collectif qui a des passions, des émotions, des répulsions, qui a des espérances et des désespoirs. Et le rôle des hommes politiques qui méritent ce nom, et qui n'en font pas seulement un métier, c'est d'interpréter tout cela et le mettre dans une forme compréhensible à la grande masse. Jean-Marie Le Pen dans le documentaire Retour à Reims. Absolument. Non. Ça c'est interdit. Tu sors. Non mais voilà l'impasse dans laquelle on est, c'est que l'extrême droite comprend. L'extrême droite est sensible, et c'est ça la tristesse. L'extrême gauche est matérialiste, et à mon avis, elle se prétend matérialiste, alors qu'elle n'est pas tant que ça, mais en fait, le fond de sa démarche, c'est qu'elle est matérialiste, et en fait, finalement, elle l'est trop, ou pas assez, mais en tout cas, elle rate la dimension sensible, et l'extrême droite, qui n'est absolument pas matérialiste, qui est surtout idéaliste, elle capte quelque chose du sensible. Et nous, ce qu'on doit pouvoir faire, c'est réconcilier le matérialisme et le sensible. Et il va bien falloir aller comprendre pourquoi l'extrême droite fonctionne, tout simplement. Parce que si on veut la concurrencer, il faut déjà comprendre la mécanique qui fait qu'elle attire une grande partie des petits blancs vers elle. Voilà. Et c'est là où on rentre dans la zone, disons, délicate de toute cette affaire, c'est qu'il faut comprendre pourquoi les petits blancs aiment le drapeau, pourquoi ils sont nationalistes, pourquoi ils tiennent à la nation, pourquoi les hommes de cette catégorie-là sont virilistes, pourquoi ils tiennent à leur masculinité. Voilà, ça c'est deux questions. Après c'est des questions, par exemple, c'est impossible que la gauche s'y intéresse. Parce que c'est comprendre la virilité, ou le virilisme, ou la masculinité, et la dignité qu'elle procure, ça c'est déjà, dans l'ère de MeToo, c'est impossible. Mais pourtant, il va falloir y aller, et je dis qu'il va falloir y aller au sens où il va falloir se salir les mains. Et quand je dis il va falloir se salir les mains, je pèse mes mots. C'est-à-dire que les choix qu'on va faire tous collectivement dans les années qui viennent seront toujours des choix sales. Il n'y a plus, aujourd'hui, l'offre politique, elle s'est tellement dégradée, on est tellement faible, autour de nous, c'est tellement corrompu, il y a tellement peu d'alternatives, que moi je sais qu'on va devoir faire des choix sales. Moi je le sais, il faut s'y préparer. Et plus on sera prêt à ça, plus on sera fort. Mais il faut être prêt à se salir les mains. Et se salir les mains, ça veut dire... En fait, même se salir les mains, on peut tout faire pour les garder les plus propres possibles. Quand on reste matérialiste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une manière d'appréhender les masculinités, par exemple, qui puisse nous laisser dignes, si vous voulez. Il n'y a pas de raison de ne pas essayer de comprendre les phénomènes sociaux, quand même. Bon, il se trouve que quand on a privé les Blancs de tout, je disais tout à l'heure, ils sont vides de culture et de tradition, etc. etc.
qu'en plus on les prive d'avenir. C'est ce que fait le libéralisme. Eh bien, il ne reste plus grand-chose comme valeur. Bah, il reste la nation. La nation et le drapeau, la fierté du drapeau, qui, il faut le dire ici, il faut le reconnaître, est un acquis, encore une fois, de la lutte de classe. Le nationalisme, dans sa confrontation avec la bourgeoisie, c'est un compromis entre la bourgeoisie et les petits blancs, et le peuple blanc. Ça a donné l'État-nation, c'est-à-dire un État qui était censé protéger le monde ouvrier, à condition évidemment qu'il accepte le deal impérialiste, mais qu'il le protège quand même. Bah, les Blancs savent que cet État les protège, et c'est pour ça qu'ils y tiennent. Ils y tiennent pas simplement de manière abstraite. Ils y tiennent parce qu'ils savent que c'est un État protecteur, quelque part. Alors qu'ils les protègent de moins en moins. Alors ce moment-là, il faut savoir le saisir. Il faut surtout comprendre ce qui, dans la nation, a quelque chose de positif. Ben moi, il me semble que c'est pas très grave, on ne se corrompt pas, on ne se salit pas trop les mains en disant que c'est normal que des groupes sociaux, une partie du peuple, les plus fragiles, aient besoin de protection. Et j'ajoute que nous, les indigènes, on n'est pas mieux. Nous, la gauche, elle croit que les indigènes, ils veulent pas de police. Eh ben moi, je dis c'est pas vrai. Dans les quartiers, les indigènes, ils veulent la police. Ils en ont marre. Par exemple, de la délinquance dans les quartiers. Spontanément, je connais plein de non-blancs qui disent « mais nous, on veut être plus protégés que ça, en fait. On nous abandonne. » Et donc, la spontanéité, c'est de dire « ben non, c'est une réalité. » Donc, la question du besoin de protection, on ne peut pas le balayer comme ça d'un revers de main et dire que ce sont des sentiments qui sont illégitimes. Le besoin d'avoir un refuge, le besoin d'être protégé, c'est quelque chose de normal. Bon. Il faut le comprendre, mais quand je dis il faut le comprendre, je ne dis pas il faut l'accompagner jusqu'à parce qu'on est tous d'accord ici que l'État-nation est un État qui amène nécessairement vers le fascisme. C'est-à-dire, à un moment donné, on y arrive. Donc cet État-nation-là, il ne s'agit pas de le conforter, il s'agit d'aller chercher à l'intérieur sa part lumineuse, et il y a une part lumineuse, et par exemple, le drapeau, de prendre que le drapeau, par exemple, le drapeau, je suis d'origine algérienne, et je n'aime pas le drapeau français. Et je ne suis pas prête de l'aimer. Il n'en reste pas moins qu'il peut avoir une histoire glorieuse. Si on le fait remonter à la Révolution française, c'est-à-dire à un moment de tous les possibles, un moment où l'internationalisme était encore possible, un moment où on voulait la fin des classes dominantes, et l'émancipation du peuple, je suis désolée, mais moi ça me convient ça. Et un moment où le peuple n'était pas blanc, et était prêt, et était fier de l'abolition de l'esclavage. À ce moment-là, c'est aussi le drapeau bleu-blanc-rouge. Et bien ce drapeau, s'il a été capté par la droite, les républicains, par les nationalistes, rien ne nous empêche de penser, rien ne nous oblige à penser que sa signification est figée dans le temps. Il n'y a rien qui est figé. Tout évolue. Tout est question de rapport de force. C'est-à-dire que c'est aux forces politiques de progrès, j'aime pas ce mot, disons de libération, décoloniale, à donner un autre contenu politique à ce drapeau. Et ça, c'est possible. J'ajoute encore une chose, puisque moi, j'ai un rapport vraiment conflictuel avec ce drapeau. Moi, quand j'étais étudiante à Lyon, je raconte cette anecdote, je ne sais pas pourquoi, une fois par an, les bus de Lyon mettaient le drapeau bleu-blanc-rouge. Je me souviens, quand j'étais étudiante, ça remonte à plus de 20 ans, hein. Et moi, à chaque fois que je voyais le drapeau bleu-blanc-rouge, je me sentais vraiment agressée. Pour moi, c'était contre moi. Le drapeau, je sentais que c'était quelque chose contre moi, et je me sentais vraiment agressée. Donc j'ai vraiment un rapport. Vraiment, là, je dis en tant originaire d'Algérie. Hein. Donc, je n'aime pas ce drapeau. J'ai un problème avec ce drapeau. Et une fois, j'ai vécu un moment positif avec le drapeau. C'était juste avant l'élection présidentielle. Il y avait une manif à Paris. Donc, dans le cadre de la campagne pour Mélenchon. Et donc, il y a plein de gens, plein de blancs, qui sont venus de la province. Avec des drapeaux bleu-blanc-rouge, dans une manifestation dont le contenu politique était, je le rappelle, un contenu politique islamo-gauchiste. C'est-à-dire c'était une campagne où Mélenchon n'a pas arrêté de dire qu'il fallait que les musulmans faisaient partie de la société, qu'il fallait arrêter de les insulter et de les stigmatiser, qu'il fallait que le prénom Mohamed était un beau prénom, qu'il fallait le respecter, qu'il avait tout un propos sur les violences policières qui était suffisamment assez radical pour, disons, un parti réformiste. Eh bien, dans le cadre de cette manifestation-là, je dis bien, il y avait des drapeaux bleu-blanc-rouge. Eh bien, moi, il me semble qu'à ce moment-là,
j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était possible. Et qu'en fait, je pouvais être dans une manifestation où il y avait le drapeau bleu-blanc-rouge, pas en soi, parce que le drapeau bleu-blanc-rouge, à la manifestation du 1er mai de l'extrême droite avec Jeanne d'Arc, c'est évident que ça a un autre sens. C'est évident que ça a un autre sens. Et le drapeau bleu-blanc-rouge pour les anticolonialistes que nous sommes, abstraitement comme ça, évidemment qu'il a une autre signification et qu'il est raciste et qu'il est colonialiste. Donc il est fortement colonialiste, il est fortement raciste. Mais là, dans ce moment-là, dans le cadre que lui donnait la campagne de Mélenchon, tout d'un coup, je comprenais qu'il pouvait avoir une autre signification. Donc la lutte politique, c'est de lui donner cette signification. Évidemment, moi je ne l'accepterai que si le projet, c'est un projet décolonial, c'est un projet antiraciste, c'est un projet qui consiste à prendre conscience que la société politique et la société civile rompent avec la collaboration de race. C'est ça la condition du nous. Le fameux nous, il n'y a pas d'autre condition. La condition, c'est est-ce que ce lien organique que la bourgeoisie capitaliste a créé avec la société politique et la société civile, est-ce qu'on est prêt à le rompre? C'est la question, et il n'y en a même pas une deuxième. C'est la seule. Et c'est ça la question politique. On va revenir sur les axes, les perspectives stratégiques que tu dresses d'ici peu de temps, mais pour revenir rapidement sur la question des affects, ce que tu as décrit, c'est que Jean-Luc Mélenchon, dans le cadre de la campagne l'année dernière, a capté en partie les affects des indigènes par ses déclarations. Et on va revenir à tes apartés, parce qu'en réalité, toi aussi, tu cherches à capter les affects, il me semble, dans ton livre. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai reçu. Et c'est comme ça que Sandra, qui est assise au premier rang, les a reçus aussi. Juste une citation, parce qu'on a préparé l'entretien d'eux, donc déjà, merci beaucoup. Et à un moment donné, elle a dit « Il y a de l'amour dans Boutelja, ce qui montre que les gens qui la méprisent ne l'ont pas lu. Elle est toujours optimiste, elle va chercher les gens les plus éloignés d'elle, politiquement et sociologiquement. » Donc ça, c'est ce qu'on ressent quand on lit l'aparté qui va suivre. Donc un aparté qui, j'espère, captera vos affects. Qui termine la partie sur les mains sales, justement. Sais-tu combien d'enfants naissent au pays d'amour beauf et bourgeoise? Ils existent, mais ils sont assez rares. Et combien d'enfants d'amour barbare et bourgeoise? Zora, la fille de Rachida Dati. Et combien d'enfants d'amour beauf et barbare? Beaucoup. Tu vois? On a lu l'aparté triste, on lit l'aparté un peu moins triste. En disant que peut-être qu'il y a, dans certains segments de la société, déjà de l'amour révolutionnaire, peut-être, qui pourrait rendre des choses possibles. Voilà pour cette partie. Alors on va arriver sur la partie stratégique. Je voudrais dire quelque chose sur la question de l'amour. Ouais, parce que je suis contente que tu aies ressenti ça. Et c'est peut-être le moment de rendre hommage à quelqu'un comme James Baldwin ou Toni Morrison. C'est des gens qui ont une histoire terrible, terrible, de confrontation avec la blanchité la plus redoutable. C'est la blanchité américaine qui est passée par l'esclavage, qui est passée par le suprémacisme blanc le plus terrible, et qui a réduit les Noirs en esclavage, en meubles, voilà, et qui les a complètement déshumanisés. Et qui les a lynchés, qui les a méprisés, les Noirs continuent de remplir les prisons aux États-Unis. Et tu as des gens comme James Baldwin, produit de cette histoire absolument terrible, et qui ne cède pas à la haine. Il y a des gens, ils n'ont pas cédé à la haine. C'est-à-dire qu'en fait, les Blancs n'ont pas réussi à détruire leur humanité. Ils n'ont pas réussi. Et tu as un James Baldwin qui est toujours debout devant nous et qui nous apparaît à tous. C'est-à-dire, en fait, on le lit toujours. Parce qu'en fait, il a sauvé son humanité en refusant de céder à la haine qui pourtant, je veux dire, c'est presque le destin normal de ceux qui subissent le racisme. Surtout à ce degré-là, des Noirs aux États-Unis. Et le mec, il n'a aucune haine des Blancs. Aucune. Mais il les regarde comme des étrangers à l'humanité. Lui, il les regarde comme des étrangers. Et à chaque fois, il les regarde et il dit, mais quand est-ce que vous allez arriver jusqu'à nous, en fait? Donc c'est la question de Malcolm X. C'est la question de Malcolm X. Moi, j'ai pas de problème de serrer la main à un être humain. Est-ce que vous en êtes un? Eh bien, j'espère, en tout cas moi,
être à la hauteur de gens comme Baldwin. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je ne veux pas, c'est notre corruption dans la haine. C'est ça que c'est la manière dont je finissais le premier livre. C'est-à-dire comment, en fait, empêcher comment empêcher le moment juste avant la haine, en fait. Et évidemment, c'est pas pour rien que je me suis beaucoup intéressée à des cas comme Mohamed Merah. Je pourrais en citer d'autres, mais Mohamed Merah qui, quand même, est allé loin dans la haine, puisque, comme vous le savez, il est allé jusqu'à tuer des enfants juifs. Des enfants. C'est pas tellement qu'ils soient juifs, c'est qu'ils sont des enfants. Donc en fait, là, il était complètement... lui, les Blancs l'ont eu. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est pour moi, c'est la fin du processus. C'est l'intégration réussie à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ensauvagement total. Et il est allé tuer des petits-enfants. Bon, donc en fait, notre effort à nous, en tant qu'indigènes, c'est d'empêcher ce destin. C'est pour ça qu'il nous faut une issue politique. Et évidemment, l'issue politique, pour nous, ça ne sera pas la haine. Et ça ne peut pas être la haine, parce que, tout simplement parce que cette catégorie que moi j'appelle les Blancs, que nous appelons les Blancs, nous savons très bien que c'est aussi un produit de l'histoire. Hein, que les Blancs n'ont pas existé de tout temps, depuis l'homme de Cro-Magnon comme Blancs. Donc ils ont bien été construit, alors notamment par l'État racial intégral, et que ce qui est fait par l'histoire peut être aussi défait par l'histoire. Donc notre optimisme, il vient du fait qu'on n'adhère pas au racisme, et que les Blancs ne sont pas blancs génétiquement. Et donc en fait, cette histoire, elle peut être défaite. Mais là où il faut rester, je veux dire, pas pessimiste, mais en tout cas lucide, c'est qu'il y a trop d'intérêt dans la blanchité pour que les Blancs l'abandonnent. Et donc tout le problème, il est là. Mais ces Blancs qui ne veulent pas abandonner leur blanchité, ce sont au pire des adversaires politiques. Mais pour moi, on n'est pas dans le truc de la haine irréductible qui ferait qu'on ne peut plus penser une sortie possible. Parce qu'en fait, l'amour révolutionnaire, ça consiste précisément à dépasser la race et à retrouver une fraternité. Mais l'effort, il doit être fait des deux côtés, et en réalité, il doit surtout être fait par les Blancs. Ceux qui ont le moins d'intérêt à la transformation de ce monde. Et j'ajoute, dernière chose, que c'est juste que s'il faut poser la question aujourd'hui de la possibilité de dépassement de la race, c'est parce qu'il y a une opportunité, tu en parlais tout à l'heure, il y a une opportunité aujourd'hui parce que cette bourgeoisie qui tient l'État, elle est déclinante et surtout, elle perd pied en ce moment. Et en fait, elle est en train d'abandonner les petits Blancs. Et c'est la raison pour laquelle l'alternative fasciste, c'est une alternative et qu'elle les intéresse. Parce que ces petits Blancs, plutôt que d'aller vers une issue révolutionnaire, ils peuvent aller vers l'option fasciste. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est aussi un moment où c'est une opportunité, parce qu'en fait, ils ne sont pas tous programmés pour aller vers le fascisme. Donc c'est ça, c'est là où il y a quelque chose à jouer maintenant, sur la possibilité de construire un autre projet. Et dernière chose, parce que tu as parlé des affects par rapport à Mélenchon. Mélenchon, je trouve qu'il a su capter des affects indigènes, mais pas tellement les affects petits blancs. C'est ça, à mon avis, son point faible. Ça, c'est quelque chose que Ruffin, avec tous les défauts qu'on peut lui trouver... Il a foot le jour de la manif contre l'islamophobie. N'empêche que même cette division du travail, d'une certaine manière, elle montre leur impossibilité pour l'instant de faire l'alliance des bouffées d'abord en leur sein. Ils ne sont pas capables de parler aux Blancs en parlant aux indigènes, et ils ne sont pas capables de parler aux indigènes en parlant aux Blancs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont confrontés à la division de l'État racial. Ils ne veulent pas le reconnaître. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Ruffin, il sait que si tout d'un coup, en parlant à ces Blancs, il leur dit « Oui, mais c'est important la lutte contre l'islamophobie », ben, il les perd. Et ils vont où? Ben, ils vont aller à l'extrême droite. Donc il y a un enjeu ici. C'est-à-dire que même lui, dans sa peur de ne pas aborder cette question-là, il y a une vraie question qu'il ne faut pas sous-estimer. Sur la question des axes stratégiques possibles, tu amènes la question de la sortie de l'Europe. Donc on est sur la fin de l'ouvrage. Et tu dis que sortir de l'Europe, ce serait une occasion d'abord d'avoir un avantage sur l'extrême droite qui, elle, ne la remet plus en cause du tout. On le voit avec Mélanie en Italie qui est élue et qui, dès lors qu'elle a fait amende honorable aux yeux des européistes, elle est totalement fréquentable, tout à fait fréquentable puisqu'elle est européo-compatible. Et en même temps, ça fait déjà au moins 2 élections, je crois que Marine Le Pen avait rassuré, je crois que c'était Gilles Boulot sur TF1, on lui a posé la question « Sortirez-vous de l'Europe si vous êtes élu ?» Ça devait être en 2012 à mon avis déjà. Elle avait dit non. Je pense qu'elle s'adressait à ses bailleurs de fonds, en tout cas à ses tuteurs. Et ça fait un moment qu'on sait que l'extrême droite est européo-compatible. Et donc là, tu termines l'ouvrage en disant, là, il y a peut-être quelque chose quand même. L'Europe, c'est devenu aussi l'espace du suprémacisme blanc
taille macro. On le voit avec l'Europe forteresse, avec les drames en Méditerranée. On le voit aussi avec la radicalisation des pays d'Europe de l'Est, leur atlantisme. On pense à la Hongrie, à la Pologne, à l'Ukraine. D'ailleurs, en lisant, je fais une hypothèse. En fait, il semble qu'aujourd'hui, si on regarde un peu l'extrême droite qui s'abat surtout, d'abord en Europe de l'Est, sur les pays de l'ancien bloc communiste, c'est à la fois parce qu'ils ont été les plus laminés par le néolibéralisme, ces pays d'Europe de l'Est, et qu'en fait, comme tu le dis, ils se tournent vers le suprémacisme blanc européen pour conserver quelque chose qui est de l'ordre de leur grandeur ou de leur dignité, et ils se tournent vers l'atlantisme. En fait, c'est ce qu'on voit. Donc en fait, la réflexion, c'est est-ce que les pays d'Europe de l'Est, c'est pas les beaufs de l'Europe au sens, je sais pas, c'est peut-être un peu... complètement. Ouais. C'est complètement les beaufs de l'Europe, c'est ceux qui veulent, quelqu'un comme Orban, c'est celui qui fait les propositions les plus fascistes, parce que pour lui, être à la hauteur de l'Europe, c'est être le plus blanc possible. Et eux, justement, ils savent qu'ils sont des sous-blancs. Et donc, comme tous les sous-blancs, n'importe quel sous-blanc, il veut devenir blanc. Mais ça, c'est la course à la blanchité qui nous atteint tous, à quelque niveau qu'on soit. C'est même pas simplement les beaufs. En fait, on est tous des beaufs, en fait. On est tous des beaufs parce qu'on veut tous être blancs. Or, notre projet, c'est justement de refuser cette blanchité. Mais tout ça, c'est vraiment une remise en question complètement radicale. Mais c'est ce que font les pays de l'Est, et Orban en particulier. Ils souffrent de ne pas être assez blancs et de le savoir. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, qui sont quand même les grands pays blancs, ou la Hollande, font savoir à des pays là que leur blanchité, elle est pas à la hauteur, en fait. On a parlé du terrain là-dessus parce qu'il me semble qu'au moment de la doctrine Truman, quand Truman fait émerger l'opposition nord-sud, qui est devenue une espèce d'opposition canonique, même en géographie, il me semble qu'il y a eu des protestations en Europe de l'Est qui refusaient d'être inclus dans les Nords en disant « Nous n'avons pas été des nations coloniales, nous ne sommes pas des Nords Oui. ». Et aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, en fait. On est plus ensauvagés que les Blancs d'Europe de l'Ouest. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux revenir sur cette proposition de sortie de l'Europe? Parce que c'est vrai que quand on te lit, alors c'est pareil, on est rattrapé par des réflexes de progressistes de gauche. On se dit la sortie de l'Europe, est-ce bien raisonnable? Et pourquoi mettre à la place l'État-nation? Ah non, mais non, c'est pas une option, ouais. Alors, je disais tout à l'heure... j'avais dit quelque chose tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Alors oui, donc cette proposition de Frexit décolonial, en fait. C'est le Frexit décolonial, donc c'est la sortie de l'Europe, de l'Europe. Alors évidemment, tout le paradoxe de l'affaire, c'est de critiquer tout le long, et pendant 15-20 ans, l'État-nation, pour dire, on retourne à l'État-nation. Alors, pour moi, il n'y a pas une vraie contradiction, dans la mesure où l'Europe est un super État-nation. C'est un super État-nation de blanc. Donc moi, l'échelle de l'Europe ou l'échelle de la France, pour moi, c'est pareil. Je veux dire, surtout quand on sait qu'on nous a promis une Europe internationaliste, une Europe où on vivrait bien, où on se rend compte qu'en fait, cette Europe-là, au lieu d'empêcher le fascisme, ce qu'on nous a promis, elle ne fait que le favoriser. Ça, c'est un. Donc en fait, entre une Europe qui favorise le fascisme et un État-nation qui le favorise à son niveau, mais peut-être un peu moins, on peut l'espérer, je ne vois pas pourquoi je ne préférerais pas l'échelle de la nation. Par ailleurs, cette Europe, elle est blanche et impérialiste. Donc moi, d'un point de vue strictement décolonial, je suis contre cette Europe-là, et effectivement, parce qu'elle impose des conditions économiques à l'Afrique qui sont insupportables. Insupportables. Ça, c'est l'impérialisme. Pour cette raison-là, moi qui suis anti-impérialiste, je suis contre cette Europe-là. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est sûrement pas les Blancs qui sont contre cette Europe-là pour les mêmes raisons que moi. Mais par contre, moi je sais que cette Europe, elle les trahit. Moi je sais qu'en 2005, les Blancs, qu'ils soient de gauche ou d'extrême droite, ont voté contre le traité. Donc là, c'est les classes populaires blanches, quelle que soit leur sensibilité politique, de droite, elles ont voté contre pour elles savent que l'Europe va contre leurs intérêts. Cette Europe libérale, pas parce qu'elle est raciste, parce qu'elle est libérale. Et parce qu'elle est antisociale. Eh bien, moi qui suis matérialiste et qui n'attends pas une espèce d'épiphanie des Blancs qui deviendra anti-impérialiste, je ne l'attends pas et je n'y crois pas, eh bien, je me saisis de ça. Ça me suffit pour l'instant. Cet intérêt commun, moi en tant qu'anti-impérialiste et les décoloniaux en tant qu'anti-impérialistes, j'ajoute que les indigènes de France
ils s'en foutent de l'Europe, ils ne sont pas attachés à l'Europe. Les Blancs peuvent l'être si on leur promet quelque chose, un partage supérieur des richesses. Mais les indigènes, qui n'ont même pas réussi à être français, nous, on n'a pas réussi à être français. Européen, c'est complètement hors de notre portée. Moi, je ne connais aucun indigène qui dit « je suis européen ». On n'arrive même pas à être français. Français, on n'arrive pas jusqu'à maintenant. Bon, bah, puisqu'on a échoué à être français, évidemment qu'on ne rêve même pas d'être européen, parce que là, ça c'est vraiment se prendre vraiment pour des grands blancs, ce que nous sommes suffisamment lucides pour savoir que nous ne sommes pas. Donc, en fait, on s'en fout de l'Europe. Donc, on ne sera pas un frein social au retour à l'État-nation. Les Blancs ne le seront pas non plus. Les couches sociales les plus prolétaires, les petits Blancs, ne le seront pas, parce que finalement, ceux qui ont un intérêt à l'Europe, c'est la bourgeoisie et les classes supérieures. Mais pas ceux d'en bas. Donc, ils ne seront pas un frein à ce retour vers l'Europe. Donc, moi, je dis bingo. Et pourquoi je dis bingo? Parce que je disais tout à l'heure, il faut une rupture avec la collaboration de race. Et bien ça, à l'insu du plein gré des Blancs, c'est une rupture avec la collaboration de race. Ils ne le savent pas. Mais le retour à l'État-nation, c'est une rupture avec la collaboration de race et du lien organique entre la bourgeoisie et les classes prolétaires, puisque l'Europe est une volonté de l'alliance des bourgeoisies. C'est pour ça qu'ils ont fait l'Europe, ils perdaient l'Afrique, les États-nations perdaient l'Afrique, perdaient tous les pays indépendants. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se ressaisir et pour garder leur influence et leur hégémonie sur le monde? Ils ont créé l'Europe. Donc ils ont fait ce que les prolétaires n'ont pas fait. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ils l'ont pas fait, mais les bourgeois l'ont fait. Bourgeois de tous les pays, unissez-vous. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Europe. Ils l'ont fait, alors que c'est les prolétaires qui auraient dû faire ça. C'est eux qui l'ont fait pour la préservation de leur intérêt en embrigadant les classes populaires blanches en leur disant c'est bon pour vous. Sauf qu'au bout de 20-30 ans, les classes populaires blanches, elles disent bah non, c'est pas bon pour nous. On a moins, c'est antidémocratique, on peut pas voter. Toutes les décisions, elles se font au niveau de l'Europe, même si on veut préserver un hôpital localement, dans notre localité, on ne peut pas à cause des directives européennes. Donc, en réalité, l'Europe fait perdre leur prestige, même aux Blancs. Donc, en fait, là, ce qui reste entre les Blancs et l'Europe, c'est le lien de race. C'est la civilisation. Mais là, justement, précisément, là, le nœud là, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'il faut saisir, c'est que les Blancs ne veulent pas de cette Europe-là. Et moi, je m'en saisis de manière opportuniste ici. Opportuniste. D'abord parce que ça va dans mon intérêt, ça va dans l'intérêt du tiers-monde. Ça va dans l'intérêt des peuples du Sud. Ça va dans l'intérêt dans mon intérêt d'indigènes de France, puisque cette Europe, elle est islamophobe. C'est elle qui promulgue toutes les lois antiterroristes. Je dis, elle promulgue des lois antiterroristes parce qu'elle fait semblant que le terrorisme, ça vient comme ça, c'est en l'air, dans un nuage bleu. Il y a des terroristes, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais elle ne se sait pas productrice de ce terrorisme. Donc nous, on veut la fin du terrorisme. Et on veut déjà la fin du terrorisme qui produit le terrorisme. Et le premier des terroristes, c'est le terrorisme de l'Europe, des États-nations capitalistes. Donc quand on met fin à ce terrorisme-là, on met fin au terrorisme. Mais c'est pas en faisant la guerre à tous les musulmans de la planète qu'on va endiguer le terrorisme. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc, cette Europe-là, qui finalement ne fait que promouvoir des lois islamophobes, elle est aussi contre mon intérêt. Donc là, nous avons des indigènes qui, pour toutes les raisons que je viens de dire, ont un intérêt à la fin de l'Europe. On a des blancs, des classes prolétaires, qui ont un intérêt à la fin de l'Europe, pour les raisons qui ne sont pas les nôtres, et ça, il faut être lucide là-dessus, mais n'empêche que si déjà on revient à l'échelle de l'État-nation, qui est une échelle qui n'est pas idéale, mais qui a un avantage, c'est que le pouvoir, on le rapatrie. Et donc, il est plus à notre portée. C'est-à-dire que si on veut aller à l'assaut du pouvoir, parce que pourquoi c'est si difficile d'aller à l'assaut de Macron? Parce que c'est pas Macron le problème. Parce que Macron, c'est pas que Macron. C'est aussi l'Europe, c'est aussi la Banque mondiale, c'est aussi la Banque européenne. C'est pour ça qu'on peut pas... C'est pas que les gilets jaunes, c'est pas simplement en allant à l'Élysée qui vont destituer Macron. C'est pas ça le pouvoir français. Il y a aussi l'Europe. Donc en fait, revenir à l'Europe, c'est aussi mieux combattre nos élites. C'est donc retrouver du pouvoir. Et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque à la dignité blanche? Ça fait partie des questions que moi je veux résoudre dans ce problème. C'est quoi qui fait la dignité des Blancs? Eh ben, c'est, entre autres, de retrouver du pouvoir. Quand Soral arrive à capter les affects petits blancs, qui leur dit le complot, les élites, ou je sais pas quoi, je sais pas comment il appelle ça, l'empire, ou je sais pas quoi, ils sont attirés par ce discours parce que ça résonne. Il leur dit, en fait, vous, la France, vous êtes des Français, vous êtes des nationalistes. Eh bien, en fait, vous ne pouvez même plus être nationaliste
Vous ne pouvez même pas aimer votre pays parce qu'en fait, c'est pas vous qui décidez. Il a raison là. Il a raison. Il a raison. Sauf que là, évidemment, nous, là où on n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'il a raison sur le constat que l'Europe prive les classes populaires de leur part de pouvoir et de leur souveraineté, en fait. De leur souveraineté. Mais ça, il faut le comprendre. Ça, ils ont raison. Ils ont raison, là. Donc, il faut revenir à l'État-nation. Et moi, je dis, on revient à l'État-nation pour mieux le combattre. Pas pour le confirmer, pour mieux le combattre. Mais si on revient, au moins, on gagne du pouvoir. C'est ça, tout l'enjeu, il est ici stratégique, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les idées, c'est la question du pouvoir. Pour moi, la dignité des Blancs, elle passe par reconquérir du pouvoir. Ça, c'est aussi des questions qu'on pose très peu. Parce que moi, je ne veux pas poser la question de la dignité blanche, simplement, ils ont perdu leur culture, ils ont perdu leur tradition, ce qui est vrai, c'est pas la question. Mais si tu veux retrouver ou reconstituer une culture, une tradition, il faut du pouvoir. Il faut du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, la culture ou la tradition ou les langues, etc., encore faut-il le pouvoir de mener à bien un projet et de l'imposer, disons, à nos gouvernants. Alors, encore faut-il avoir du pouvoir. Mais comme on n'en a pas, et que l'Europe nous prive, donc, en fait, on est tous, condamnés à une espèce de déshérence. Parce que tout se fait sans nous. Et moi, je dis, il faut retrouver le pouvoir. Il faut poser la question du pouvoir de manière centrale, retrouver notre part de pouvoir, reconstituer une souveraineté populaire, et ensuite, ça c'est déjà un pas vers le déblanchiment. Et je le dis à l'insu du plein gré des Blancs. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que je suis en train de dire. La fin de l'Europe, c'est un début de rupture de collaboration de race. Ça ne sera pas dit comme ça, mais ça sera ça le résultat. Là, c'est le moment où vous jubilez parce que on va avoir 15 minutes pour prendre des questions. Qu'est-ce qu'on en prend on en prend 3. Allez, j'ai décidé comme ça. C'est arbitraire. C'est l'Europe qui a décidé, vous ne pouvez pas contester. C'est une directive, ça vient de Bruxelles. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, poser des questions? Roya Boutelja. Qui Ah, mais est-ce que tu veux bien te lever pour qu'on puisse capter le... Ouais, s'il te plaît. Que moi ou... Non, ça va suivre. C'est la première tour la plus dure. Oui, question. Bonjour. Je me demandais, bon, il y a eu toute une histoire depuis très longtemps avec le pire et des incursions médiatiques pour essayer de porter tout ce discours et tout ça, et des conséquences qu'on a pu voir à l'époque d'ADI et tout ça qui ont été très, je sais pas comment dire, pas grave, mais bon, le backlash a été très très fort. Il y a eu un bloc bourgeois médiatique qui vous a fait la peau. Et la question que je me posais, c'est stratégiquement, est-ce que tu regrettes ou pas ça, ou est-ce que tu penses juste que de toute façon, ça aurait pas pu fonctionner par cette voie-là de la diffusion enfin voilà. Alors, qu'est-ce que je suis censée regretter? Les passages à la télé, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, pas les passages, mais le fait que cette voie-là médiatique, dont tu avais forcément besoin en fait, ouais, pour développer les idées et le pire aussi, est-ce qu'elle était pas vouée aussi d'avance à ce choc avec une bourgeoisie médiatique qui allait te faire la peau, oui, avec tous les procès en intention et tout ça. Et ce que je me demande, c'est bon, je pense aujourd'hui Internet change la donne, parce que je pense aussi, mais je sais pas, peut-être tu peux revenir sur ces débats. Bonjour Yann, merci d'être venu ici à Lille, ça fait longtemps qu'on t'attendait. Moi j'ai deux questions. Donc la première question c'est est-ce que tu veux bien m'épouser? Je suis totalement tombé amoureux de toi, tu es juste extraordinaire. Merci, merci. Oui. Je l'ai eu les gars, je l'ai. Question plus sérieuse. Moi je valide toute la théorie en fait que tu proposes ici en France et même au niveau à l'international. Pourquoi ne pas passer directement dans la pratique? J'ai regardé cette ligne, une vidéo, il y avait une italienne qui avait déjà fait une librairie qui t'avait plus ou moins posé la question sur la convergence entre l'Italie qui voulait aussi faire une union avec le Maghreb. Moi, donc, ma question qui est très concrète, c'est pourquoi ne pas faire la révolution tout de suite, partir? Parce que je pense qu'il y a vraiment des forces qui sont mises en place. Ces fameux beaufs et barbares, je pense qu'ils ne sont pas si éloignés que ça, peut-être au niveau politique, mais moins au niveau de cœur. Et donc du coup, pourquoi ne pas partir à la front tout de suite? Macron est un moyen justement de rassembler les luttes et de partir vraiment à l'opposition et de partir directement dans la... Ouais, je ne vais pas dire une guerre civile, mais de partir directement dans l'attaque. On y va, c'est parti.
je voudrais partir de la théorie à la pratique. Donc, qu'est-ce qui nous y oppose et nous bloque, quoi. Voilà. La police, l'armée. Comment? La police, l'armée. Ça, c'est rien, ça, c'est des détails. Regardez, en 1789, il y avait plus encore, c'était plus compliqué, c'était moins organisé que nous, et pourtant, ils ont proposé quelque chose. Donc, sortons maintenant et allons-y, les frères et sœurs. Les frères et sœurs. Est-ce qu'il y a une troisième question avant de céder le micro à... Mais vas-y, vas-y. S'il te plaît. Bonsoir, salut. Salut. On se J'avais... connaît. Ouais. Gabriel Péry, à l'époque, tu habitais vers Clichy. Bon, bref. T'as déménagé, donc je... On n'est pas par ici, monsieur. Posez votre question. J'avais deux questions qui sont plus sur le bilan de tes 15 années à peu près de militantisme. Ah, ok. Je me posais la question, qu'est-ce que dans les anciens nous ou les nous du passé n'a pas fonctionné? Par exemple, le nous de 83. Je me demande quelles erreurs ont pu faire ou pas, hein, si les erreurs c'est le bon terme. Qu'est-ce que dans ce nous-là n'a pas fonctionné en 83? Et surtout, qu'est-ce que les tentatives de nous qui ont eu lieu durant l'ère indigène de la République avec d'autres collectifs, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Tu vois, les manifestations contre le racisme qu'il y a eu, je ne sais plus en quelle année exactement, où il y a eu cette convergence en plusieurs groupes antiracistes entre eux. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ou qu'est-ce qui a fonctionné, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ces deux nous et qui fait que le nous des indigènes de la République ou le nous des indigènes me semble fragmenté aujourd'hui. Allez, 3 questions. À ton micro. Bah, les médias. C'était quoi la première? La presse sur les médias, la stratégie de passage médiatique et backlash bourgeois. Voilà. En fait, d'abord, je disais tout à l'heure, l'état racial intégral, personne n'est innocent et tout le monde résiste en fait au progrès de l'antiracisme politique et au mouvement décolonial. Effectivement, il y a le bloc bourgeois qui fait son travail à travers les médias, et effectivement, c'est un fait, mais pas que. Nous, on a eu contre nous d'abord la gauche et l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'en fait, on a la plupart de ceux... Franchement, l'État n'a quasiment jamais eu à se mobiliser contre nous, alors qu'il s'est mobilisé contre IQSN, par exemple. Mais contre nous, jamais directement, mais parce que moi je pense que les élites au pouvoir, elles savent très bien que la gauche fera le travail pour eux. Donc en fait, le backlash, il est venu de partout, en fait. On a été attaqué depuis 2005, d'abord à cause de la nouveauté de la question, la question raciale, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, une gauche qui se croit matérialiste et qui ne l'est pas, alors que nous on proposait des analyses matérialistes de la race. Elle a mis longtemps à le comprendre, donc aujourd'hui elle est plutôt acquise, mais voilà. Et puis on a eu contre nous la gauche progressiste, au sens où on a remis en cause tout ce qui est considéré comme les luttes les plus progressistes et les plus belles de la gauche, le féminisme, les LGBT, etc. Donc tout ça, tout ce qu'on a remis en cause à partir d'un point de vue décolonial, ça a crispé toute la gauche et toute l'extrême gauche, mais toute l'extrême gauche dans toutes ses composantes. Donc quand je fais, disons, un passage télé où je suis, imaginons, attaqué par un connard, c'est pas très grave, mais c'est que tout le monde prend le relais avec lui. Ouais. C'est ça le problème. C'est pas tellement, c'est pas ça, c'est qu'à la télé on me traite mal. Bon, ça c'est le jeu. Alors nous on a accepté d'y aller, nous on a refusé de faire les gauchistes par rapport à la télé, alors qu'on sait très bien ce que sont les médias, on sait ce que Bourdieu a dit des médias, on lisait PLPL comme tout le monde, etc. Donc, on sait ce que sont les médias. Mais nous on a fait ce pari, en tout cas nous on l'a fait, et d'une certaine manière ça a réussi. Et quand on va dans les médias, on choisit le public avec qui on parle. Et moi je sais que depuis le début, à l'époque de TDI, je savais que je ne devais pas parler aux blancs. Moi je parle aux indigènes. Alors vous allez me haïr, vous allez me détester, vous allez m'attaquer, vous allez faire tout ça, ok. Mais en fait c'est pas vous que je parle. Moi je parle aux indigènes. Et les indigènes m'ont entendu, en partie. Et c'était ça notre stratégie. On pouvait être attaqué, on acceptait d'en payer le prix. L'essentiel, c'est que dans le champ médiatique, notre parole, elle atteigne les indigènes.
Voilà, et ça, on avait réussi à le faire. Et c'est grâce notamment à cette stratégie qu'on a pu aussi se construire petit à petit. Alors tout à l'heure, le copain il disait, on n'a pas réussi à organiser, disons, un grand mouvement, ce qui est tout à fait vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de réussite. En fait, toute l'affaire, elle est que tout ça est absolument dialectique. C'est-à-dire qu'avant 2005, il y avait même, moi, quand j'ai commencé à militer contre l'affaire du voile, les dirigeants des organisations et des collectifs, c'était que des blancs. On était complètement dominés par l'extrême gauche blanche, qui était elle-même minoritaire, puisqu'en fait, elle se mobilisait contre la loi sur les signes religieux. Donc, pour dire à quel point elle était minoritaire. Même minoritaire, elle était largement supérieure à nous, et nous, on devait obéir aux grandes lignes de décision de toute la gauche qui se mobilisait contre la loi. Ça, c'était mes débuts. Aujourd'hui, mais c'est fini ça. C'est fini. Les organisations indigènes, elles existent. Alors, elles sont faibles, certes. Elles sont très attaquées, certes. Elles sont, voire même, dissoutes, comme c'est le cas du CCIF. Mais avant d'être dissous, le CCIF, c'était une organisation d'indigènes, de musulmans. Et c'est eux qui menaient leur politique, et je peux te dire qu'ils étaient très efficaces. La BAN, c'est une organisation de Noirs qui était longtemps autonome pendant 15 ans et qui a fait le taf. Même le comité Adama, je veux dire, c'est des familles qui se mobilisaient, les familles contre les violences policières, elles ont longtemps été parrainées par l'extrême gauche, longtemps. Eh bien, ces dernières années, c'était plus le cas. Parce que l'antiracisme politique a imposé son agenda. Donc en fait, les choses, les marches de la dignité, alors évidemment, c'était pas 150 000 personnes dans la rue, mais il vaut mieux 20 000 personnes dirigées par eux-mêmes dans l'autonomie, que 50 000 personnes dirigées par l'extrême gauche. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on a acquis en légitimité politique, en autonomie, en théorie politique, parce qu'il y a aussi toute la partie théorique qu'on a fait avancer. Avant, on devait téter le sein de la gauche républicaine ou marxiste ou tout ce qu'on veut. Là, on a tété notre propre sein. Bah, c'est quand même très différent. C'est-à-dire en allant emprunter dans l'héritage anticolonial, dans l'héritage antiraciste, jusqu'à produire notre propre pensée propre à la France et à la race en France. Tout ça, ce sont des avancées notables. Les livres que nous sortons sont le fruit de cette autonomie. Il y a cela, mais il y a aussi ceux de Sadrikari, la contre-révolution coloniale, pour une politique de la racaille, Malcolm X, le stratège de la dignité noire, Louisa Yousfi, Restez barbare, mes deux livres, il n'y en a aucun qui s'est fait sous la tutelle de la gauche blanche. Il s'est fait sous la tutelle de l'autonomie indigène. Donc ça, c'est je veux dire, arriver... et j'ajoute que les maisons d'édition qui nous publient sont elles-mêmes des maisons indépendantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas au seuil ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on doit, on le doit à notre autonomie et à l'indépendance. Même l'indépendance chez les Blancs. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sous la tutelle d'une quelconque maison d'édition qui appartiendrait pour l'instant à Bolloré. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est pas rien. Il y a un acquis, il y a un vrai acquis. Moi, je pense que comme toute lutte, il y a des grandes avancées et puis on finit par décliner. Moi, j'ai le sentiment que l'antiracisme politique a décliné à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais là, en termes d'organisation, et tout à l'heure, le copain là disait, pourquoi on ne sort pas? Ben, on ne sort pas parce qu'on n'existe pas. Pourquoi on ne sort pas tout de suite? Ah ben, vas-y, fais une manif pour l'islamophobie, fais le tour des quartiers de Lille et tu vas voir combien d'indigènes vont venir. Il ne va pas y en avoir. Moi, je ne suis pas lilloise, mais je sais qu'il n'y en aura pas. Et pourquoi il n'y en aura pas? Pourquoi il n'y a pas d'indigènes en ce moment? On a eu des périodes. Il y a eu beaucoup d'indigènes à la marche avec Mélenchon. Beaucoup. Il y a eu des manifs, dans les manifs pour Adama. Dans l'antiracisme politique, dans les marches de la dignité, on était nombreux d'indigènes. Et là, on avait réussi à faire des choses. Sauf que, depuis les attentats de 2005, l'État a repris la main sur notre agenda politique. Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour nous empêcher de sortir et d'oser revendiquer quoi que ce soit. Quand un mec comme Iqiyoussen, dont on pense ce qu'on veut, moi ça m'intéresse pas, et qu'on arrive à l'expulser sur des prétextes aussi fallacieux et que tout le monde s'en tape, ça veut dire qu'en fait, l'État quand il fait ça, il sait qu'à l'extrême gauche, elle va pas se mobiliser pour un barbu. Ça veut dire que c'est pas les principes qui comptent, c'est que c'est un barbu.
Toute l'extrême gauche est tétanisée par rapport à ça. Mais ça, les musulmans, ils le savent. Ils savent qu'il n'y a personne pour nous défendre. Ils le savent. Et c'est pour ça aussi, une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas sortis pour les gilets jaunes, c'est pas simplement qu'ils n'étaient pas solidaires. C'est qu'ils savent que si eux ils sortent, eux, ça ne va pas être avec à main de sang si les indigènes y sortent. À main de sang. Et donc eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils savent que quand on a réussi avec le CCIF, à dissoudre le CCIF, sous des prétextes aussi fallacieux, le CCIF, qui sont des musulmans bontins, des gens sympathiques. L'accès au droit, c'est l'accès au droit. Des accès au droit. Vive la démocratie, nous sommes la nation. Des intégrationnistes. Eh ben, il les a dissous. Et tout le monde s'en fout. Bon. C'est pour ça qu'il faut bouger justement. Non, mais justement, non. C'est pour ça que les indigènes ne bougent pas. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est tout le monde a intégré depuis les attentats. Et la chape de plomb, il y a eu 3000 perquisitions. De manière arbitraire. Tout le monde s'en fout. Les mosquées qui ferment, c'est arbitraire. Ben, les musulmans, aujourd'hui, ils ne sortent pas parce qu'ils auront tort. Donc ils ont peur. Et pourquoi ils sont sortis chez Mélenchon? Pourquoi ils sont sortis? Parce que Mélenchon est à pouvoir. Parce que Mélenchon, c'est un grand blanc. Mais c'est ça justement. C'est un grand blanc. Il y a ces jets. Donc, d'une certaine manière, il rend légitime une manifestation. Et j'ajoute que Mélenchon, quand il est allé à cette manifestation, et c'est bien qu'il y soit allé, c'est un grand acquis, c'est un acquis pour tout le monde, parce qu'on a, et je le redis, donc Mélenchon comme butin de guerre, ou la CGT comme butin de guerre, à ce moment-là, c'est un acquis de l'antiracisme politique, mais c'est Mélenchon qui a tué l'antiracisme politique à ce moment-là. Parce qu'en fait, il a attiré à lui toutes les forces vives de l'antiracisme politique, elles sont toutes allées vers lui, elles ont accepté le deal d'y aller aux conditions de Mélenchon, qui a fait exploser l'antiracisme politique. Un an après, nous on démissionne parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus personne qui veut marcher avec nous. Parce que la force qu'a représenté Mélenchon à ce moment-là a été une force qui a aspiré tout le travail de 15-20 ans en une seule marche. En une seule marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vaut rien. Ça veut dire qu'on n'est rien politiquement. Notre rapport de force, il nous faut 20 ans pour le construire. Et toi, tu es en train de me dire qu'on va sortir, on va... C'est pas comme ça que ça se passe. La force politique, il faut la construire en fait. Et c'est un travail de longue haleine. De longue haleine. Et c'est pas Faucon face, c'est pas comme ça. Il n'y a qu'à Faucon. Mais je voyais pas forcément juste les indigènes qui sortaient par eux-mêmes, c'était tout le monde qui sortait. Quand je parlais de Macron, c'était aussi les. Il y a un temps pour tout. Bah, Il n'y a pas le nous encore. Mais les blancs qui sont sortis, ils se sont fait tabasser. On va se faire tabasser, mais ça va être comme ça, mais je pense que. Non, ils se sont fait tabasser, mais ça, quand on les tabasse, c'est pour qu'ils recommencent pas. Donc ça veut dire qu'ils finissent un cycle, et pour qu'ils ressortent, ah bah bonjour. Les cycles sont longs. Alors je sais que tout le monde va être immensément frustré parce qu'on a commencé depuis 5 minutes. Tout le monde a suivi ça. Mais pour ne pas abuser de l'hospitalité de la librairie, il y avait encore une question? Parce qu'il est déjà 22h, c'est pour ça. Ouais, non, mais comme c'est quelqu'un qui avait levé la main juste avant. Ah, allez. Vite fait. Et après on prend la dernière. Bonsoir, merci. Merci d'avoir fait le forcing. C'est une question presque superficielle par rapport à tout l'échange qu'il y a déjà eu. Mais moi, en fait, par rapport au moment d'aujourd'hui, donc là, il y a eu des élections l'an dernier. Là, on traverse une période où, enfin, moi, j'ai découvert votre travail très récemment. Et en fait, j'ai l'impression que, en même temps que moi, au sortir des élections, de ce gros matrixage politique et mental que sont une campagne électorale, etc., il y a plein de gens qui ont découvert le travail des décoloniaux, des antiracistes politiques, etc., etc. Et je voulais savoir comment aujourd'hui vous ressentez la relation entre le travail de l'antiracisme politique et du décolonialisme avec justement la gauche blanche. Comment vous la sentez, disponible ou pas, intéressée ou potentiellement intéressée par ça? Voilà. Bah, c'est bien de finir par cette question, c'est une bonne question. Alors quand on a commencé en 2005, les indigènes de la République, on a tout de suite dit il faut inventer nos blancs. Il faut les inventer parce qu'ils n'existent pas, les blancs décoloniaux.
aujourd'hui, je ne suis pas peu fière de dire qu'on a inventé des blancs décoloniaux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une génération de gens, de blancs, qui sont passés de ce côté-là de la lutte. Vraiment. Vraiment. C'est-à-dire que là, avec ce livre, partout où je vais, je rencontre des blancs décoloniaux. Et s'il y a des blancs décoloniaux qui ne sont pas forcément organisés, parce que je pense que tout le monde ici est de gauche, mais organisés comment, ou organisés réellement, ou militants réellement, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un potentiel, il y a un vrai potentiel. Maintenant, il faut transformer l'essai, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de produire des blancs décoloniaux qui soient des individus. Il faut construire des blancs politiques, des blancs militants, qui intègrent les organisations blanches et qui les déblanchissent. Mais qui les déblanchissent en faisant le travail décolonial, c'est-à-dire d'abord en comprenant la nécessité de l'autonomie indigène, à savoir que quand il y a un CCIF qui se crée quelque part, il faut le défendre. Mais pas militer avec lui, parce qu'il fait le travail tout seul, il faut respecter son autonomie, mais quand il y a des tentatives de dissoudre, il faut protéger les espaces d'autonomie. Il faut laisser l'autonomie s'épanouir. Et en même temps, il faut transformer la gauche. Le travail des Blancs, des coloniaux, c'est de transformer nos partenaires, et tu l'as dit tout à l'heure, la phrase de Sadri qui est fondamentale, parce que la gauche est notre partenaire privilégié, elle est notre adversaire premier. Notre adversaire, c'est-à-dire qu'il faut la travailler au corps. Il faut la travailler. Il faut l'empêcher d'être blanche, ou de se blanchir encore plus. Il faut au contraire la freiner dans sa pente naturelle. C'est ça le travail des décoloniaux. Et je dis et je termine, c'est ça l'amour révolutionnaire. Quand des blancs sont dans leurs organisations, ils font ce travail-là. Moi, on appartient au même territoire politique, qui est celui de l'amour révolutionnaire, précisément. Parce qu'en fait, il ne faut pas se gargariser de mots, c'est ça l'amour révolutionnaire. C'est pas la peine de chercher, on ne demande pas à un blanc de se nier, de nier que c'est un blanc, que c'est son histoire, ou même d'avoir des parents racistes. Tous les blancs, ils ont plus ou moins un parent raciste, ou un grand-père raciste. Bon, on ne va pas faire ce procès-là aux blancs, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. C'est que si le travail, il est fait, il est fait. Pour moi, ça me suffit, je ne demande rien de plus. Je demande que ça. Et ce qui prouve qu'on est très sympa, en fait. Alors, je sais pas, j'hésite sur le moment où on fait les applaudissements. On fait deux salles. On en fait une première pour remercier Oya Boutadja d'être venu.